Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon où l'on retrace toute l'actualité et toutes les informations possibles et inimaginables autour de Digimon. Et aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, de l'incroyable, du fantastique, du formidable, François. C'est moi, je crois. Oui, c'est toi, bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, ça va et toi? Oui, mais on n'est pas seul, j'ai un nouvel invité à vous présenter aujourd'hui, car... Ah bon? Oui, nous vous l'avions annoncé, nous vous avions indiqué que nous aurions quelques guests par moment avec nous pour aborder certaines thématiques. Et ça y est, c'est le premier invité, notre premier guest. Et ce n'est ni l'autre que Nicolas Chernabog alias Devimon, Vendémon, Diorémon et d'autres Mon. Bonsoir. Bah écoutez, bonsoir, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que ce soit moi. Voilà. Alors, on y s'attendait à rien, mais ils sont quand même déçus. Voilà. C'est là tout mon talent. Bah écoute, bienvenue, j'espère que tu es ravi d'être avec nous pendant une petite heure. Bah écoutez, oui, depuis le temps que je vous écoute, voilà, ça donnait envie de participer quand même. Ah, puis on n'est pas des inconnus les uns pour les autres quand même, hein. On a été intimes par le passé. Ah, moi, je ne vous connais pas. Comment dire, ce mot intime est très ambigu quand même. Hein. Les gens vont s'imaginer certaines choses. Non, il n'y a rien à vous imaginer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va commencer par lire certains de vos commentaires que vous avez laissés sur les précédents podcasts. Donc, un des commentaires laissés par Digimon Forever. Je dois dire que vous m'avez beaucoup inspiré avec vos explications de ces 3 livres. On l'avait pas déjà lu celui-là? J'ai décidé de faire à l'oral avec... Ah, non. Moi qui aime écrire, je me suis lancé dans un projet. J'ai décidé de faire à l'oral avec vos explications ce à quoi aurait été ressemblée la série selon les écrits de Monsieur Kakudo. J'ai déjà écrit les 3 premiers chapitres qui sont sur ma chaîne actuellement. Je vous rassure, ce commentaire n'est pas un placement pour ma chaîne, mais un remerciement à vous qui m'avez inspiré pour cet écrit. Et si je peux aider à ce que les écrits de Kakudo sortent en français, je me suis lancé ce défi. Hâte au prochain podcast. Bonne journée à vous et à tous vos viewers. Signé Digimon Forever. Très bien. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas très bien compris ce que c'était. C'est genre une réécriture, en gros, du canon de Kakudo ou c'est une traduction des romans? Point d'interrogation. Bah, je ne sais pas, écoute, Digimon Forever, vu que tu es là chaque semaine, n'hésite pas à préciser davantage ce qu'il en est exactement pour que nous et les autres puissions davantage cerner le projet sur lequel tu travailles. Tout à fait. Et on a eu donc des commentaires sur le podcast du fandub, donc Allen Light qui nous dit « Bonjour, à mon avis les cheveux bleus de Joe, c'est censé être des cheveux noirs. On n'est pas non plus sur de l'extravagance de couleurs de cheveux comme on peut le voir dans d'autres animés avec des couleurs bleu ciel, vert pomme ou tout autre. J'aime le fait que l'univers de Digimon soit très ressemblant au nôtre. Ça ajoute un contraste entre ce monde-là et le Digimonde qui nous fait vraiment comprendre qu'on change complètement d'ambiance. » Tout à fait. Bah après, effectivement, moi, c'est pour ça que tu m'avais surpris avec ta réflexion sur les cheveux bleus de Joe. C'est vrai que j'avais même pas réfléchi à ça, mais pourtant, c'est vrai que dans une interview, les scénaristes avaient dit qu'ils voulaient avoir des cheveux un peu classiques, quoi. D'ailleurs, Darin nous dit « Joe a les cheveux bleus mais pas flashy. C'est un équivalent noir. » Décidément, ça a été beaucoup commenté, ça. À mon avis, car c'est souvent que des mèches noires soient retranscrites en bleu ou châtain dans les animés au soleil. Ce sont des nuances pour de l'animation japonaise. Très intéressant, l'idée du blond soit prévue dès le départ car les frères ont des origines étrangères. Le réalisme a toujours été un des objectifs principaux de la série. Concernant le fandub, vous savez ce que j'en pense. Un plaisir d'avoir laissé la chance à d'excellentes voix amateurs comme Debo, dont je trouve la voix de Koshiro absolument parfaite. Aujourd'hui, les personnages comme Mimi, Tantomon, Joe ou Ikari, je ne peux plus écouter leur voix d'origine tellement je les trouve parfaites chez nous, contrairement à mes rôles, haha. Chernabog a eu la capacité de faire, c'est toi, aussi bien que les japonais sur les antagonistes, ce qui n'est pas une mince affaire. Depuis 4 ans, je retiens surtout beaucoup de rire et de travail. Je regrette de ne pas avoir pu vous aider plus sur la technique à cause de ma vie de famille, mais l'idée même de refaire partie des relous et de pouvoir vous guider sur certaines directions était une chance incroyable. Merci à tous, à vous deux et les acteurs pour ce que l'on a accompli. C'était une vraie expérience humaine malgré la distance. J'en garde aujourd'hui des amis avec qui je discute presque toutes les semaines et ce n'est pas rien. Vous avez pas le choix, s'il y a Digimon Adventure Zero Two, je passe le casting de Desuke. Peut-être un petit commentaire de Nicolas? Non, je découvre ce commentaire, je les avais pas lus, ça fait plaisir. Et puis FC relou en force, voilà. Je rebondis sur les cheveux de Joe, mais c'est vrai qu'il faut aussi noter que il y a un autre truc, c'est que maintenant on regarde les épisodes en version HD sur des beaux écrans magnifiques et tout. Oui. Mais c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, le fait que ce soit regardé sur des vieilles télés et tout machin, la couleur de cheveux était peut-être un peu plus sombre.
Donc effectivement, est-ce que c'était pas juste pour ne pas les faire noirs, complètement noirs? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué le noir. Tout à fait. On a un commentaire de Demi. Ce podcast était très intéressant. Il est clair et permet de donner plein de détails sur les coulisses de ce projet colossal. C'est le genre de projet totalement unique dans le monde francophone. Je pense que les étoiles devaient être alignées. Le Covid, la force de travail de François, le management d'Aldric et surtout la bonne volonté de tous les comédiens pour donner de soi, pour faire vivre le projet. Ce projet, c'est une aventure humaine et technique. Il a permis à beaucoup d'entre nous d'entrer dans le monde artistique pour les débutants en doublage et pour d'autres à entrer dans le monde technique car il fallait doubler mais aussi savoir gérer un logiciel de montage et des réglages de micro pour rendre un son convenable. C'est aussi un bon moyen de revoir Digimon Adventure, un animé extraordinaire. Rien à redire. Voilà, de toute façon Nicolas est d'accord avec tout ce qui était dit, je pense. Bah, tout à fait. Lui-même, avec ses soucis de micro, il sait de quoi il parle. Ah oui, on pourrait faire tout un podcast sur mes soucis de micro, oui, effectivement. Mais je crois qu'on a plus intéressant, non? Oui, on a encore 2 petits commentaires et puis on passe au podcast. On a Digimon Forever qui nous dit « Moi, je connais votre fandom depuis 2 mois, seulement. J'ai écouté quasiment tous les épisodes et je suis à l'épisode 47. C'est mon filleul Jack, le fils de ma sœur qui a 7 ans. Tonton te fait un coucou si tu passes par là, qui m'a fait découvrir votre fandom, car il savait que j'aimais Digimon, et pour le remercier, je lui ai fait une peluche fait main de Patamon, et il dort avec chaque soir. La magie qu'il y avait dans ses yeux quand il m'expliquait tout au long de l'épisode ce qui était pour se passer était fascinant au final. Je vous remercie de tout cœur de tout ce chemin parcouru, fier Dieu, mais ô combien apprécié, merci à vous. Et bah du coup, un jeune garçon de de 7 7 quand ans, on nous dit que genre les enfants regardent et font découvrir à leurs adultes. C'est marrant. Bah du coup, ouais, pour l'anecdote, je pense que je l'avais dit, je l'ai dit dans le podcast, mais mon filleul est entré dedans, ça y est. Il en est à l'épisode, il a regardé les 14 premiers épisodes et avec notre VF et il est à fond dedans et il kiffe et voilà. Et dernier commentaire, chapeau de Ralph, chapeau bas les gars, je vous suis depuis le début et pour des fandubs, vous avez fait un travail de qualité, on voit qu'il y a de la passion derrière. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez faire un doublage pour le court-métrage Digimon Grand Prix et pour la voix du narrateur, François fera des merveilles. Merci beaucoup. Du coup, j'ai regardé, ça dure 7 minutes, mais il y a quand même 12 personnages. Hein. C'est les héros de Digimon de la saison 1, de la saison 2. Je sais qu'il y a Pico Devimon aussi qui est dedans. Ouais. Ah, bah c'est donc, bon, on va le faire. Bah peut-être, on verra, point d'interrogation. C'est pas très long en tout cas, ça peut se travailler. Oui, 7 minutes, ça va. Voilà. Et bah du coup, ceci étant dit, je laisse l'honneur à notre invité de nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui, Nicolas. Eh bah écoutez, après avoir parlé du fandom Digimon, on s'était dit qu'on pourrait peut-être revenir un peu sur ce qui est, d'un certain point de vue, la vraie VF, même si ça fait un peu mal de le dire, la VF officielle, basée sur la version Saban. C'est peut-être déjà beaucoup entendu parler cette histoire de version Saban, mais sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Et c'est l'occasion de revenir dessus. C'est vrai qu'on parle depuis le début. Hein. À chaque fois, on dit version française et version Saban. Hein. On fait la petite distinction. Donc aujourd'hui, vous allez enfin comprendre de quoi nous parlons. Parce que comme l'a dit Nicolas, pour ceux qui à l'époque étaient nés, le 2 juillet 2000, c'est à cette date qu'en France, sur l'émission TF1 Jeunesse, apparaît pour la première fois donc le dessin animé Digimon, et que l'on découvre donc, comme l'a dit Nicolas, cette VF, donc grâce à cette émission, et sur Fox Kids également en parallèle, qui du coup diffusera un peu mieux la série que TF1, mais ça Nicolas en parlera, parce que lui n'avait pas Fox Kids, il me semble. Moi non plus. Et moi j'avais Fox Kids, on pourra comparer nos chemins de vie. Et donc du coup c'est vrai que la version Saban, du coup ça implique pas mal de choses. Déjà Saban, pour la petite anecdote, peut-être que Nicolas veut expliquer, c'est ce qu'est Saban, parce que du coup le mot Saban vient du nom de famille de Monsieur Saban, qui a créé Saban Entertainment, si je dis pas de bêtises. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est la Saban Entertainment, qu'est-ce qu'il faisait, qui était ce monsieur? À la base, Haïm Saban, il a une histoire assez intéressante. C'est qu'en fait, de base, il faisait de la musique, il participait à un groupe de rock, et de fil en aiguille, il a gravi les échelons, il est devenu producteur pour des chanteurs comme Mike Brandt ou même Noam, en France. Et de fil en aiguille, donc, il a aussi composé des musiques pour des séries. On lui doit notamment l'excellente BO du Lys 31, qu'il a composé. Alors il avait un complice à l'époque qui s'appelait Chucky Levy, et ces deux-là ont un très beau parcours. Ils ont fait pas mal de génériques, Inspecteur Gadget par exemple, dans un tout autre registre. Et à force comme ça de gravir les échelons, il a monté sa propre société qui s'appelait effectivement, je crois qu'au début ça s'appelait Saban International Paris ou quelque chose comme ça.
Et il a commencé à distribuer des séries qu'il achetait à l'étranger, bien souvent en les remaniant. C'est une mauvaise habitude qu'il a assez vite pris, malheureusement, ça. Et gardé. Voilà, et notamment, l'anecdote est peut-être connue, mais si vous le savez pas, Power Rangers, à la base, c'est des séries Sentai qui ont pas forcément beaucoup de rapport entre elles, mais il a acheté ça, il a totalement changé le montage en changeant toutes les scènes où les personnages sont sans costume, pour les faire jouer par des acteurs occidentaux. Il y a aussi une série comme Samurai Pizza Cats où il y avait un peu le même traitement qu'a eu Digimon plus tard, c'est-à-dire ils avaient changé toutes les musiques, tout ça, bon. Ça l'a rendu un peu moins sympathique, ce genre de procédé, mais... Voilà, en gros, Après, c'était un procédé qui était quand même assez répandu aux États-Unis. Ceci étant dit, c'était pas le seul à le faire, oui, ça, faut bien l'avouer. Alors, en France, ça se faisait aussi un peu de temps en temps. La première série Albator, ils avaient changé totalement les musiques. Ah, d'accord. Donc, oui. De toute façon, on va en revenir, mais parce qu'il y a pas que Saban, parce que tu dis Albator, mais au final, que ce soit ce que Sailor Moon, Dragon Ball ou quoi, en France, on n'a pas eu les génériques japonais, on a eu, pour certains, des musiques qui ont été changées, alors peut-être pas dans Dragon Ball où les fonds musicaux restaient les mêmes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'époque aussi s'y prêtait beaucoup, les années 90-2000. Oui, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on te diffuse une série, tu la vois dans la version qu'on te diffuse, peut pas vraiment savoir si c'est fidèle ou pas. Et surtout, on se disait, c'est un dessin. On disait pas c'est un animé, on disait c'est un dessin animé. Dessin animé égale les enfants. Point. Exactement. Il n'y avait pas de. Et donc les enfants peuvent tout consommer n'importe comment, c'est pas grave. De toute façon, ils n'ont pas d'esprit critique, c'est bien connu. et voilà, donc c'est comme tu l'as dit, le contexte y était pour beaucoup. Mais donc du coup, si on a fait la version VF que vous connaissez grâce à notre fandub et qu'on vous dit que voilà, il y a de grosses différences, c'est que en effet, les différences sont très nombreuses. Donc ce que je vous propose, les garçons, c'est qu'on y aille point par point pour voilà ne rien oublier. Donc je parlais des génériques, mais une des premières choses qui a été différente, on va parler de la musique, ce qui est déjà un énorme point, n'est-ce pas? Parce que si vous étiez enfant dans les années 2000, vous n'avez pas connu le super générique de Butterfly, que je ne vais pas vous chanter parce que je ne sais pas chanter, mais vous aviez connu Digimon, petit monstre, tu es le champion. Merci. Je vous laisse. C'était quoi la suite si vous voulez continuer là, les garçons? Non, c'est bon, on va s'arrêter là, peut-être. Écoutez, vous taperez Digimon générique français, si vraiment vous voulez redécouvrir ou découvrir. Mais ce qui est intéressant, ça vous allez en parler, je pense, c'est que oui, le générique n'était pas du tout le même. Donc on a eu un générique chanté par Monsieur Nicolas. Par un certain Claude Valois qui chantait beaucoup de génériques à l'époque, dans les années 90. Exactement. Donc un générique voilà avec des sonorités très je sais pas si on peut dire techno. Oui, si, moi j'aurais dit techno effectivement. Est-ce que c'est parce qu'on parlait d'une série où il y a le mot digital dedans, peut-être, ça je sais pas, mais... ou alors c'est parce que c'était simplement la mode, j'en sais rien. En tout cas, c'était dynamique, c'était très dans l'action au niveau du thème, c'était très rapide en fait et c'était répétitif. Bon, c'est clairement un générique qui était conçu pour les enfants, hein, soyons honnêtes. Et de toute façon, il n'y avait pas vraiment de générique de fin, donc on n'avait pas les endings que nous on a connus. C'était plus des fonds. Enfin, je suis même pas sûr qu'il y avait une musique. Il y avait un générique de fin à l'époque. C'était la musique du générique, mais en version instrumentale en fait. Et en version 30 secondes. Oui, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais au-delà de ça, ce qui est assez étonnant avec Digimon, c'est que la bande son, donc les OST, on vous fera un podcast sur les OST un jour, ça n'avait plus rien à voir, n'est-ce pas? Bah oui, il n'y a pas un seul morceau en commun, hein, ça faut bien se rendre compte. Mais je crois même que les bruitages, toute la bande son était refaite. Je confirme, ils ont vraiment rien gardé. Autant je vois qu'il y a, par exemple, je sais qu'il y a Digimon Fusion, du coup, alors Crosswords en version originale et Fusion chez nous, qui, quand elle est arrivée, ils ont fait exactement la même chose, ils ont remanié toutes les musiques, mais ils ont gardé les bruitages de la série japonaise. Là, même un éditeur, je fais une parenthèse, même un éditeur comme 4Kids, qui est très connu aussi pour avoir fait ces pratiques-là, sur une série comme Yu-Gi-Oh, ils avaient changé toutes les musiques, mais ils avaient gardé les bruitages globalement. Donc, D'accord. Pour Digimon, en tout cas, non, ils ont vraiment tout refait de A à Z, musique et bruitage compris. Même les bruitages très iconiques, genre les bruitages du Digivice ou des évolutions, ont été complètement fabriqués pour... C'est vrai, ça fait des années que j'ai pas regardé une version Saban, mais là maintenant que tu le dis, j'ai l'impression d'avoir le son du Digivice dans la tête et c'est pas du tout le même quoi. Non, pas du tout. Et du coup, vous avez une explication sur ça, sur le fait... parce que ça coûtait moins cher ou parce qu'ils se sont embêtés à tout refaire quoi? Ça... Ouais, vas-y François.
Alors, après, le truc, c'est que, effectivement, alors moi, je comprends pas vraiment comment ça marche, parce qu'en termes de coût, juste le fait, moi, de pas avoir gardé les bruitages, moi, c'est vraiment le plus gros point d'interrogation. Parce que le fait qu'ils ne gardent pas les musiques, ça m'étonne pas trop. Mais d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'ils ont utilisé les musiques qui avaient été faites pour je ne sais plus le nom, mais pour un autre animé, pour une autre série. En tout cas, c'est des musiques qui étaient faites pour quelque chose d'autre qui ont été utilisées. Il y a plusieurs séries, il y a Princesse Sissi notamment. Ça m'avait beaucoup amusé à l'époque quand j'étais retombé sur des rediffusions de Sissi et que je reconnaissais des musiques de Digimon. Je fais tiens. Mais je crois qu'il y a une autre série aussi, alors je me souviens plus c'était quoi, parce que je connaissais pas du tout. Mais oui, il y a même des gens qui sont amusés à répertorier les morceaux et tout ça. Ouais. C'est Chucky Levy en plus. C'est pas Chucky Levy qui a bossé sur la musique de Adventure? Non, officiellement, c'est plutôt Haïm Saban, mais je me suis laissé dire que visiblement, à partir de fin années 90 et tout ça, en fait, ils composaient plus rien. Que c'était des gens, qui. Point d'interrogation alors. Voilà, qu'en fait, c'était. En tout cas, je pense que si. C'était des nègres, entre guillemets, au sens littéraire, hein, pas. Voilà. Ok. Mais je pense que si les musiques ont été totalement changées comme ça aussi, c'est parce que comme ils avaient des fois ils reprenaient complètement le montage, ça leur permettait aussi de eux créer le rythme qu'ils voulaient et puis surtout alors parce qu'en fait tous les changements qu'ils font ils le justifient en disant qu'ils font de la localisation en fait qu'ils adaptent le produit à une audience américaine. Donc je pense qu'aussi les musiques c'était une histoire de rajouter des trucs qui fassent un peu plus... Il y a aussi parfois des questions de droit, comme ça ils payent moins de droits pour les musiques, les génériques et tout ça. Et un autre point, mais là je mets un gros point d'interrogation et c'est à cause de la version allemande que je vais dire ça, mais c'est que j'ai l'impression que après je sais pas comment sont fournis les épisodes pour les différents distributeurs, mais j'ai l'impression que toute la bande son de Digimon était fournie telle quelle. Parce que quand on regarde la version allemande, je sais que eux ils ont changé, ils ont mis l'insert song genre Braveheart, ils l'ont dans une version allemande et dans certains épisodes, pas tous, mais les passages où il y a Braveheart, les bruitages sont changés aussi dans la version allemande. Je me dis, est-ce que c'est... Ouais, moi c'est ma théorie, je peux pas l'affirmer. Ma théorie c'est qu'en fait ils avaient je pense qu'ils avaient une version internationale, mais déjà mixée avec la musique et tout ça. Et que, du coup, s'ils devaient changer la musique, s'ils devaient changer ne serait-ce qu'un seul élément de la bande son, fallait tout changer. Ils avaient pas les éléments isolés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gardé les bruitages. Voilà. Ouais. Sinon, je pense pas. S'ils avaient à disposition les bruitages, je pense pas qu'ils se seraient embêtés à les refaire. Franchement, il y avait aucun intérêt. Je pense. Non, mais ça se défend. Du coup, on a parlé de la musique, mais une autre des choses qui peut surprendre, je sais que souvent dans les commentaires, vous nous en parlez, c'est tout ce qui va être en rapport avec les noms, les terminologies. C'est que souvent, nous, on vous dit Taichi, Yamato et tout, et vous nous dites, oui, mais non, mais moi j'ai connu Tai, Mat, parce qu'en effet, pour beaucoup de personnages et de Digimon et noms d'attaque et que sais-je, la version Saban, donc telle qu'elle est, a voulu américaniser et occidentaliser, j'ai envie de dire, la plupart des noms, n'est-ce pas les garçons? Alors c'est assez curieux parce qu'il y a certains noms, c'est pas... Enfin oui, on peut dire qu'ils sont américanisés, mais on a plutôt l'impression qu'ils sont simplifiés. Par exemple, Taichi, c'est un bon exemple, c'est devenu Tai, tout simplement. Ce qui fait pas spécialement plus américain, mais peut-être qu'ils se sont dit que ça se retiendrait plus facilement. Il n'y avait pas d'équivalent. Alors après, je sais alors c'est ça qui est très très chelou, c'est qu'ils avaient quand même, dans la version Saban qu'on a dans le premier épisode, les noms des personnages s'affichent quand même en entier pour tous les personnages. Donc en fait, c'est vraiment, en gros, les noms qu'ils ont dans la série américaine, c'est censé être des diminutifs de leur prénom. Alors après, ou de leur nom, parce que Kushiro, Easy... Oui, tout à fait, oui, ou de leur nom ou de leur prénom. Mais ça reste quand même totalement bizarre dans le sens où ils ont quand même effacé relativement toute référence à des trucs japonais, aux noms japonais des lieux dans lesquels ils sont. Donc pourquoi avoir tenu à garder les prénoms des héros quand même Du coup, petit jeu. Ikari, comment devient-elle? On enlève la première syllabe et voilà, ça fait un autre nom. Voilà, un petit surnom. Mimi et Joe. Ne changez rien. Voilà, Mimi et Joe, c'était assez américain pour eux. Pareil pour Sora, qu'on sait que c'était assez américain. Donc Yamato, c'est quoi son petit prénom? On prend la syllabe du milieu. Voilà. Takeru. Alors ça, c'est le truc quand même le plus surréaliste, je trouve. On a fait une espèce d'abréviation de son prénom et c'est devenu en anglais TK, donc TK prononcé à la française. C'est très rigolo dans le doublage américain. Il y a TK. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, ça. Kushiro.
Bah là, ils se sont dit qu'il fallait trouver quelque chose de facile à retenir, donc de easy, voilà, bah c'est easy, voilà. Pour le nom de famille Izumi. Taichi, c'est encore plus particulier parce que c'était Taichi Yagami. Et pour je ne sais quelle raison, ils ont aussi changé de nom de famille. Hein. Ah, ça, je n'ai aucune explication. Je m'étais déjà fait la réflexion, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Alors, il y a 2 théories qui courent sur ça, mais aucune n'a été confirmée. C'est soit qu'ils ont lu les deux kanji japonais à l'envers, et ça donne effectivement Kamiya. Ou alors, c'est qu'en fait, ils ont voulu changer parce que Yagami à l'envers, ça se lit I am gay. Donc, oui, ce serait pas étonnant que ce soit la deuxième chose. Un des deux, on ne sait pas. Bizarre. Et c'est pas propre à la première saison, hein, parce que du coup, la deuxième saison, on n'a pas fait bien avec Desuke qui est devenu Davis, voilà. Alors, Miyako qui est devenu Yolei, donc totalement autre chose. Oui. Mais voilà. Oui. Et on fait pas mieux avec Yori qui est devenu Cody, parce que je sais pas, je pense qu'ils se sont dit qu'il avait un armadillo, donc ça fait très australien. Prénom C'était australien, l'époque de notre belle famille, il y avait Cody, il était prénom populaire australien dedans, très connoté, c'est Cody, voilà. Et Ken est resté Ken, il a eu de la chance. Incroyable. Mais et donc ça ce sont pour les noms des humains. Alors on vous parle même pas des mamans et autres papas qui ne sont même plus nommés, ni cités, ni rien. C'est des messieurs, des madames et c'est tout. Et certains Digimon, alors du coup là c'est aussi peut-être qu'il y a des explications. Alors certains comme Piomon est juste devenu Biomon. Bon j'imagine que flemme de faire un P, non? Ouais, alors pareil. Ça évoque peut-être aussi Bird. Il y a plusieurs théories aussi là-dessus. Alors, parce que les noms des Digimon, le truc, c'est que ça venait pas, ils n'ont pas été changés pour la série. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que si je dis pas de bêtises. Hein, c'était fait pour les cartes à la base. Oui, et puis les jeux aussi, je crois qu'il y avait les jeux et tout qui précédaient quand même. Ouais, mais c'est les cartes. D'abord les cartes, les jeux et ensuite la série. Mais et donc du coup, alors il paraît que parce que ce changement, par exemple, du P en B, il y a sur Pukamon, sur Piomon, ça viendrait d'une mauvaise lecture des kanji, des hiragana japonais, parce qu'en fait entre le P et le B, il y a juste, c'est exactement le même symbole, mais il y a juste des petits traits qui changent. C'est soit un rond, soit 2 petits traits, et il se peut que s'ils ont fait ça genre sur un ordinateur ou quoi, qu'ils aient pas fait la différence et que ça a été traduit comme ça trop rapidement à l'époque. Mais c'est une théorie. Hein. Il y a sans doute le côté aussi un peu Pokémon où Yuki Darumon, je prends l'exemple, est devenu Frigimon parce que Frigi fait frigo. Voilà. C'est peut-être plus la référence. Il me semble que ces décisions-là ont été prises vraiment en amont, pas pour la série, mais vraiment pour les jeux ou pour les cartes aussi peut-être, je sais pas. Mais il me semble que c'était, moi j'avais entendu parler que vraiment il y avait beaucoup de changements qui venaient des jeux et qui ont été ensuite gardés pour la série pour que ce soit uniforme. Très bien. Il y a pu avoir aussi, pour les changements de nom, il y a pu avoir des censures, tout simplement, notamment religieuses. J'ai plus d'exemples précis pour la saison 1. Il y en a plein. Tout ce qui est, par exemple, Oli en Gemon, tout simplement, c'est devenu Madna. Je ne saurais même plus vous dire d'où ça vient, Madna. Mais non, par exemple, dans la saison 2, c'est un spoil, mais on s'en fiche. L'une des évolutions de Vendémon en VO, c'est Bélial Vendémon. Bélial, ça fait référence à un démon biblique, hein, donc c'est devenu Malomyotismon, voilà. Comme Vendémon qui est devenu oui, parce que sans doute Myotismon. Parce que peut-être que comme c'était la contraction de vampire, vampire et démon, peut-être qu'ils se sont dit, je sais pas. À la fois Devimon est resté tel quel, Démon aussi, donc c'est pas très cohérent tout ça. La partie suivante, alors il y en a deux, alors dites-moi vers quoi vous voulez qu'on aborde d'abord. Ça va aborder tout ce qui est partie censure, adaptation du contenu et aussi, on va dire, changement de la personnalité. C'est un tout des personnages. Donc je sais pas, vous voulez d'abord qu'on parle de la censure, des personnages dont les personnalités ont été changées ou... Non, je pense qu'on peut peut-être commencer par les persos et puis après... Ok. Donc du coup les personnages qui ont des personnages dans la VO, donc dans la version VF que nous on a fait avec le fandom, qui ont déjà des personnalités parfois bien marquées. La particularité de la VF de la Saban sur des gens comme Mimi ou Joe ou Matt, c'est qu'il y a eu François ça a été poussé. Oui, ils ont décidé de pousser les potards au maximum.
Et alors, effectivement, je crois que pour moi, les deux qui en ont le plus pâti, c'est effectivement Yamato et Mimi. Même si pour Yamato, ça se calme quand même vers la fin de la série, et alors que Mimi, c'est vraiment du début à la fin, ils ont vraiment saccagé son personnage. Mais ce qui est drôle, juste pour le Mimi, c'est que à l'époque, à l'époque des années 2000, en France en tout cas, Mimi n'était pas du tout un personnage apprécié. À l'inverse de l'international, où Mimi a toujours été très très appréciée. Et aujourd'hui, si vous faites un sondage, notamment en France ou quoi, Mimi a été surkiffée avec Tri ou avec le reboot. J'en parlais à François il y a pas longtemps. Elle est positionnée comme un des personnages préférés. Mais alors qu'en fait, la Mimi du Tri, même du reboot, c'est la Mimi de la version originale. Hein. C'est juste que du coup. La Sabane l'avait juste un peu saccagé. Ah, mais complètement. Parce que du coup, ils en ont fait quoi? Une princesse égoïste? Bah oui, mais tout le long. Ils ont quand même. Moi, alors, peut-être que Nicolas, tu me contrediras si je dis n'importe quoi, mais moi, je trouve qu'ils ont quand même, vachement diminué son arc narratif, qui est justement de passer de la nana qui se plaint tout le temps à une nana un peu plus responsable, quoi. C'est parce que vraiment dans la Sabane, c'est tout le long. C'est tout le long. Et... Je pense à. Et oui, non, vas-y, fini. Je pense, moi, c'est une des répliques qui m'a le plus marqué, c'est dans l'épisode 40, où les enfants élus reviennent dans le monde numérique et se font attaquer par les Dark Masters. Face à Piémon, dans la version originale, on a Sora qui dit même 2 Digimon au niveau ultime ne peuvent rien contre lui. Ce à quoi Mimi répond « Pourtant, il est au niveau ultime, lui aussi !» Dans la Sabane, ils lui ont fait dire « Il a une façon de s'habiller tout à fait grotesque. » C'est ce que j'allais dire, en fait, souvent, Mimi, dans la version Sabane, t'as l'impression qu'elle sert à désamorcer les situations sérieuses, quoi. Il y a du gag. C'est ça, quoi. Donc déjà, ça la fait passer souvent pour une nana un peu coconne. Et aussi, mais par exemple, il y a un exemple moi, qui m'a marqué, mais durablement, c'est dans l'épisode, alors je sais plus lequel, mais l'épisode où Wardremon et Metal Garurumon se battent. C'est le 45. Voilà, où il y a, oui, c'est ça le 45, où c'est une scène qui est quand même assez sérieuse. Il y a quand même les 2 Digimon principaux qui se foutent sur la gueule, quoi. Et elle te sort un truc du style « Oh, je vais rester là à regarder ces fleurs jusqu'à ce que tout le monde se calme !» Non mais, on dirait vraiment une parodie. La version Sabane, on dirait vraiment une parodie des fois, tellement c'est... Mais... Ah c'est oui, ça. Mais c'est ce qui est triste, parce que moi, en plus, vous savez, mon amour pour Mimi, mais ce qui est vachement triste, en fait, c'est qu'en effet, un de ses arcs, c'est de son côté un peu égocentrique, qu'ils ont voulu, du coup, pousser à l'extrême avec l'égoïsme et tout ça, mais en fait, dans la version telle qu'elle, dans la version originale, en fait, elle est pas méchante, en fait. Elle est pas conne, elle est pas méchante. Au contraire, en fait, c'est juste que, du coup, elle est assez... franche, elle dit ce qu'elle pense, qu'elle ressent tout le temps. Elle a pas de filtre, mais c'est pas. Et d'ailleurs aussi bien la version Sabane lui a rajouté des choses comme quand elle part dans les ruines avec oui, je veux voir mon coiffeur et mon petit frère. Enfin, c'est à l'extrême en mode déjà on lui rajoute des choses qu'elle n'a pas, un petit frère. D'ailleurs. Petite parenthèse, mais pourquoi cette grosse erreur de continuité? Tout simplement parce que, fait assez rare, je crois, quand même, pour l'époque, mais peut-être que, pareil, Nicolas va me contredire, mais le temps entre la diffusion japonaise et américaine était très très court. Et donc à ce moment-là, quand l'épisode 10 a été réécrit et doublé, ils n'avaient aucune idée que les enfants iraient dans le monde réel. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait dire n'importe quoi à Mimi. Tout à fait. Et donc tu parlais donc Mimi est un cas, mais après il y a aussi Yamato le ténébreux Sasuke qui est devenu le mat très cool et très chic. Trop cool. Voilà. Ils ont changé le côté. En fait, dans la version originale, il est timide. Il ouvre pas la gueule pour dire n'importe quoi. Dans la version américaine, ils l'ont changé pour être trop cool. Dixit, sa phrase de l'épisode 1 quand il est présenté, quand je crois que c'est Taichi qui dit oui, lui c'est Yamato, visez-moi sa coupe de cheveux, et que l'autre il est là, pas d'autographe. Voilà. Ouais. Mais justement, parce que du coup, avant de parler de la censure et tout, parce que c'est bien de parler des personnages et de la personnalité, c'est que la personnalité, donc même si les dialogues n'aident pas, l'écriture n'aide pas, parce que du coup, ça a été mis en effet avec beaucoup de blagues et beaucoup de trucs poussés, mais ça vient aussi en grosse partie du doublage, de la direction du doublage faite par la Sophie, et ça, Nicolas va vouloir en parler. Oui, bien sûr, mais bon, ça on y viendra après, parce que c'est tout un pan de notre exposé. C'est tout un pan, oui. Ah, bon, vous le gardez pour plus tard, parce que je propose d'en parler maintenant, mais... Non, je pense moi, qu'on je en parlera garderai plus tard. Oui, plus tard. Ouais, moi, je garderai pour plus tard aussi. Ok.
Parce que, enfin voilà, Restez jusqu'au bout. Préciser, et voilà, ce qu'il faut préciser là pour ces personnages-là et tout, c'est bien un point sur lequel on n'est pas revenu, mais qu'on peut faire une petite parenthèse maintenant, c'est qu'effectivement, la version américaine a été complètement réécrite. Et il y a vraiment, enfin, je veux dire, les scénaristes américains qui ont bossé dessus ont pris les épisodes. Ils ont gardé quand même la plupart des trames principales des épisodes. Je veux dire, les situations restent quand même assez les mêmes. Mais on a quand même l'impression qu'ils se sont amusés, se sont posés et se sont dit, bon, comment on fait pour rajouter le plus de blagues possible ? Voilà. Et là, je vais me tourner vers Jeff Nimoy et Bob Buchholz, qui sont un peu les deux plus gros scénaristes de la version américaine. Qui sont un peu des partenaires de crime, voilà, et qui se sont amusés. Mais vraiment, on a l'impression qu'ils ont essayé de s'amuser, voilà. Et un des éléments, notamment, qui change au niveau personnalité, pour tous les héros, c'est que dans la version Saban, dans la version du coup des Américains, les héros passent leur temps quand même à se vanner tout le temps et à se dire des trucs des fois. Qui sont limites. De toute façon, moi ce qui m'avait surpris ma première fois que j'ai regardé la série en VO, c'était que tous les plans larges, les plans on va dire où il est censé avoir du silence, où ça marche ou quoi que ce soit, de toute façon il n'y a pas une ligne de silence. Il y a du dialogue tout le temps. Moi c'est ce qui m'avait surpris, c'était vraiment très bavard. Mais ça c'est très américain, hein. Encore une fois, on fait la comparaison avec d'autres animés localisés comme ils disent. Comme ça, Yu-Gi-Oh c'est pareil. En VO, t'as des tonnes de moments de silence, d'ambiance, quoi. Puis là, on te rajoute des tartines de dialogue des fois. Les personnages, moi je fais souvent cette blague, je dis, ils ont la diarrhée verbale dans ces versions-là, quoi. Ils parlent tout le temps, mais... Alors tant mieux pour les comédiens quand ils sont payés à la ligne, hein. Ils sont très contents. Mais des fois, ça plombe complètement l'ambiance, quoi. Et ça, Digimon, François, t'as raison de le dire. Il y a certains, comme tous les goûts sont dans la nature, il y a certains, entre guillemets, avocats du diable qui te défendent la version Saban, qui ont un argument pas trop idiot, c'est qu'ils disent qu'il faut quand même relativiser, ça, Digimon, quelle que soit la version, c'est le même scénario, c'est la même histoire, c'est les mêmes péripéties, globalement, et tout ça. En fait, mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, là, pourquoi, pour moi, c'est deux séries totalement différentes, c'est que, oui, même si c'est la même histoire et tout, déjà, oui, les personnalités sont peuvent être parfois très différentes, mais aussi, c'est le ton, c'est ça, c'est vraiment le ton. C'est que, vraiment, on a vraiment l'impression que là, ils se sont dit... la série en VO, toute proportion gardée, ça reste quand même un produit pour les enfants, et c'est pas un gros mot, hein. Mais est quand même assez sérieuse, il y a des situations très dramatiques et tout ça, et côté américain, on a l'impression que oui, non mais comme on vise les petits-enfants, et que là-bas, on prend un peu les petits-enfants pour des idiots, on dit non, faut rajouter du fun, faut rajouter de l'humour, dès qu'il y a un peu de situation dramatique, on te désamorce ça avec une petite blagounette. C'est vraiment... Moi, c'est ça que je trouve ça dingue, c'est que au Japon, on sait qu'ils ont eu la version originale, donc les enfants ont été fans quand même. Dans beaucoup de pays européens, et pas que, le Brésil, l'Allemagne ou autre, ils ont une version fidèle à la VO, donc avec les bonnes musiques, la bonne trame, enfin en tout cas une adaptation fidèle de ça. Et ça a cartonné de ouf, si bien que Digimon n'est pas mort comme ça a pu l'être en France pendant un certain nombre d'années. Et voilà, les enfants sont pas traumatisés. Et là, moi je le teste, de toute façon, je vois dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que son filleul de 7 ans avait regardé, moi c'est mon filleul à 6 ans. Du coup, je regarde avec lui parce que du coup, je suis curieux à chaque fois d'avoir ses réactions sur le produit en lui-même. Et notamment, je vais prendre l'épisode 13 où du coup, il est assez dur hein, pour un enfant. En fait, je me suis dit, mince, comment il va réagir la mort d'Angemon et tout, comment il va le vivre ça. Bon, ça lui a fait quelque chose, mais il en a pas fait des cauchemars, je veux dire par là. Et au contraire, de toute façon, je pense qu'il est vraiment, enfin, il est à fond dans la série et surtout parce que ça change grandement de ce qu'on lui met à côté en fait. Il adore Pokémon, il adore les comment il s'appelle les chiens pompiers et compagnie, enfin tous ces trucs là. La patte patrouille. La patte patrouille et compagnie. Et non, il est fan de ça. Mais là, en fait, ce qu'il kiffe dans Digimon, il y a un côté très mature mais enfant. Enfin, je sais pas l'expliquer, mais en tout cas, il est vraiment à fond dedans dans les intrigues et tout ça. Et il est pas perturbé. Donc je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. On recontextualise. Je sais que les années 90-2000, on pensait peut-être que les enfants étaient pas prêts pour. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'en 2024, c'était un discours de 2024, où c'est en ce moment où là, on protège absolument les enfants à tout va de tout et n'importe quoi. Et pourtant,
on leur donne des animés de plus en plus fidèles sur la version japonaise. Donc c'est assez paradoxal. Mais c'est vraiment fascinant. Hein, sur Digimon, j'ai pas beaucoup creusé la question. François l'a fait un peu plus, visiblement. Mais je sais pas, je reviens sur l'exemple de 4Kids. Moi, je suis tombé sur des interviews des mecs qui travaillaient chez 4Kids à l'époque, qui avaient localisé des animés comme Pokémon et surtout Yu-Gi-Oh! Qui avaient bien morflé lors de l'adaptation aussi. Mais t'as vraiment l'impression qu'en fait, ces gens-là, alors, je parle pas forcément des exécutants, Jeff Nimoy et tout ça, bon, ils ont fait le travail qu'on leur a demandé. Hein. Ah je bah parle oui, on vraiment, leur a commandé. c'est Hein. ça, ouais, oui, non, mais pour ça, moi, je leur en veux même pas, quoi. Mais je parle vraiment des têtes pensantes. T'as vraiment l'impression qu'ils ont un mépris pour leur public, en fait. Ils prennent vraiment leurs spectateurs pour des cons. C'est vraiment ça. Totalement. À tel point que la version française, Nicolas, c'est que la version française dans sa diffusion. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais Fox Kids et donc c'était extrêmement fidèle. On avait un épisode tous les soirs à 17h25, juste après les Power Rangers d'ailleurs. Donc du coup, on s'était diffusé dans l'ordre chronologique. Arrivé à l'épisode 27, on est revenu à 0 et après on a eu la suite et on était jusqu'au bout et on avait les rediffs le week-end. Donc moi, j'avais vraiment beaucoup de chance. Je suivais via Fox Kids, même si je l'ai découvert sur TF1. Mais Nicolas va en parler. Lui, à quel point c'était méprisant. Toi qui regardais cette série sur TF1, parle-moi de ton vécu en tant que spectateur. Hein. Bah oui, alors avant de venir à la VF, on peut parler de la diffusion, parce qu'effectivement, sur TF1, il y a certains épisodes qui n'ont jamais été diffusés. Et autant sur une série comme Pokémon, où il y a eu vraiment des épisodes censurés à l'Occident, sans même parler de l'épisode Porygon, hein, les vrais savent, mais c'est une série qui, globalement, même s'il y a une trame quand même, globalement, si tu rates un épisode, ça va, t'arrives à suivre. Digimon, c'est comme un feuilleton. Chaque épisode, globalement, apporte de nouvelles informations, l'intrigue évolue. Et là, en plus, ils ont quand même fait fort, c'est qu'ils ont supprimé les épisodes de la fin de l'arc Vendémon. Alors ça, on te diffuse un arc, il n'y a pas de fin, et tu iras atterrir en plein milieu de l'arc des Dark Masters, sur l'épisode qui est peut-être le plus faiblard de la série, en plus. Donc, mais... Ah non, oui, je l'ai très mal vécu à l'époque. En plus, moi, j'adorais cet arc-là. Pour beaucoup, c'est le meilleur arc de la série. C'est le meilleur. Et il n'y avait pas Internet. Et il n'y avait pas Internet, et on comprenait pas. C'est quoi ce délire on a loupé un épisode, oui, c'est le cas de le dire. Et c'est terrible. Alors non seulement il y a des épisodes qui n'ont pas été diffusés, il y a aussi des épisodes où il y avait des censures enfin des scènes coupées. Un exemple très célèbre. Alors pareil, je sais plus c'est quel numéro d'épisode, mais il y a. Le 32. Oui, certainement. Oui, je crois que c'est ça. Où l'intro, c'est une jeune femme qui se balade dans la nuit et Vendémon qui l'attaque pour lui sucer le sang. Et cette scène-là était coupée lors des diffusions, à tel point, alors là, je fais une parenthèse, je jette une bouteille à la mer. Si quelqu'un a un enregistrement de cet épisode diffusé sur TF1, il a de l'or entre les mains. Parce qu'à l'époque, ils avaient, comme l'intro était coupée, ils avaient dû refaire l'écran titre. L'écran titre apparaissait sur la scène où Piccolo Devimon rejoint Vendémon. Ils avaient refait l'écran titre pour ça. Et évidemment, sur les VHS officiels où la scène n'était pas censurée, et sur toutes les rediffusions et tout ça, il n'y a pas ça. Si jamais quelqu'un a un vieil enregistrement comme ça, mettez-le en ligne, c'est collector. Voilà, parenthèse refermée. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que du coup, pareil, moi j'avais vu sur TF1, mais je pense que j'étais peut-être pas encore aussi assidu. Moi j'avais 6 ans à l'époque, donc je pense que j'avais pas été perturbé. Je pense que si j'avais loupé des épisodes, je pensais que c'était ma faute. Mais du coup, je suis allé revoir les diffusions des épisodes et j'ai carrément découvert que l'épisode 34, donc qui est centré sur Tailmon et Wizardmon, quand ils découvrent qui est la 8e élue, Gatomon, a été diffusé le 2 janvier et juste après a été diffusé l'épisode 37, le cadeau de Wizardmon. Oui. Voilà. Donc il y a l'épisode de 35 avec l'évolution de Lilymon et l'épisode de 36 où Ikari se fait attraper, qui n'ont absolument pas été diffusés. On passe du 34 au 37 la même journée. Exactement. Et dès le lendemain, du coup le 3 janvier, on passe à l'épisode 41. Donc là, les enfants sont de retour dans le monde numérique. Et c'est très frustrant, c'est que les deux épisodes dont tu parles, quand je dis on, c'est les fans comme moi qui n'avaient pas Fox Kids, les pauvres. C'est que il y avait quand même, la série était éditée en vidéo à l'époque, en cassette vidéo et en DVD. Et ils avaient été jusqu'à l'épisode 36, justement. Donc le 35 et le 36, on avait les scènes censurées par TF1. Mais il n'y a jamais eu de volume suivant, donc les épisodes 38, 39, 40, on les a pas eu à l'époque, mais vraiment sous aucune forme. Après, des explications, j'avais vu ça en cherchant tout à l'heure sur Internet, c'est que je l'ai découvert d'ailleurs, tous
tout ce qui passe à la télé est obligatoirement présenté devant le CSA. Alors je sais pas si à l'époque on appelait ça déjà le CSA ou autre, en tout cas le comité de censure, mais tout, n'importe quel dessin animé, film ou quoi, aussi bête soit-il, n'importe quel épisode de la Patte Patrouille passe devant le CSA, et c'est le CSA qui dit ok, vous pouvez le diffuser à telle heure ou autre. Et en fait ce qui se passait, c'est que c'était diffusé les mercredis et samedis matin, donc forcément dans des cases TF1, c'est pas une chaîne privée ou autre, c'était vraiment une chaîne accessible à tous. Et en fait c'est le CSA qui pouvait dire non mais moi dans tel épisode je ne veux pas qu'il soit diffusé à telle heure, parce que je prends l'exemple, il y avait les kidnappings dans le 35, Vendémon qui se transforme en monstre absolu, en fait le moindre petit truc, et en fait ils faisaient ça sur ça, mais pour les vrais savent aussi. Par exemple quand vous regardiez des séries le soir à la télé sur TF1, France 2 ou autre, genre les épisodes de Urgence, Esprit criminel ou que sais-je, encore aujourd'hui en fait peuvent être diffusés dans n'importe quel ordre, et des fois très tardivement, parce que si il y a une thématique dans l'épisode qui ne va pas ou qui ne plaît pas au CSA, bah non, vous pouvez pas le diffuser avant 22h30, donc du coup bah hop, les épisodes sont diffusés n'importe comment. Mais ça a toujours été la problématique de la télé française. Même des films, il y avait une polémique là-dessus. Il y avait Django Unchained de Tarantino qui était passé sur TF1, oui. Et bah le film a été charcuté, les gens avaient gueulé. Oui, voilà. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'après tu vois, par exemple là tu dis le CSA sur TF1 a pas voulu et tout, mais tu regardes sur Fox Kids, alors certes du coup les épisodes 38, 39 et 40 ont quand même été diffusés une fois, n'ont jamais été rediffusés par contre. Alors que tous les épisodes, oui, ont eu droit à des rediffusions, soit sur Fox Kids. Ah si, sur Fox Kids, c'était rediffusé 2 fois. Je l'ai regardé en intégralité 2 fois la série sur Fox Kids. En intégralité. Et ça, tous les épisodes. Pourtant, il y a aucune rediffusion qui est notée sur le site. Ah, c'est peut-être pas noté, mais je t'assure que je les ai vus vraiment. Et d'ailleurs, dans le magazine Digimon, t'avais les dates de diffusion et les horaires et les noms des épisodes. C'était mon planning, moi, pour savoir quels épisodes j'allais avoir grâce au magazine. Pour les diffusions, François, faut préciser aussi, alors moi je sais pas, sur l'Inatech, je crois que c'est ça, Inatech, enfin sur le site de l'INA, il y a tout ce qui est chaîne hertzienne de l'époque, c'est noté, hein, donc on peut effectivement retrouver les diffusions sur TF1. Les chaînes privées comme ça, comme Fox Kids, oui, c'est plus compliqué à trouver, donc il y a sans doute des rediffusions qui sont pas notées. Surtout que les épisodes étaient diffusés, en fait, la première diffusion d'épisode c'était à 17h25, c'était rediffusé le lendemain matin, et ensuite le week-end, t'avais plusieurs épisodes de la semaine qui étaient rediffusés. Donc t'avais vraiment plusieurs créneaux sur la semaine où tu pouvais aller te taper l'épisode et être sûr de pas le manquer, quoi. Mais ça, il faut se rendre compte de l'aberration, pour revenir là-dessus, c'est qu'en fait, les gens comme moi qui suivaient sur TF1, on avait une version censurée d'une version qui était déjà censurée. Et ça allait même jusqu'à la saison 2. Moi je me souviens qu'il y a un épisode comme ça où c'est Kane qui se retrouve confronté vite fait à Gomamon et il lui donne des coups de fouet. Enfin, il y a une scène relativement violente comme ça. Et c'était coupé à la truelle. Enfin, vraiment, on comprenait pas. Il y avait un trou, quoi. Et je me souviens, c'est grâce au Digimon Magazine où il y avait des adaptations d'épisodes en bande dessinée. J'ai compris ce qui s'était passé, mais il y a vraiment des faux, ça entraîne des faux raccords même des fois. On se dit vraiment, mais attends, mais il y a un bout qui manque là, c'est pas possible. Ou des reconstructions d'épisodes totalement, parce que dans la version, mais alors là, c'est pas du coup la version française, c'est vraiment la version Saban, donc qui vient des États-Unis. C'est que du coup les épisodes 40, 41 et 42 ont complètement été remaniés pour censurer le maximum de choses dans le 43, parce que le 43 c'est l'épisode avec Pinocchimon. Et Pinocchimon, dans cet épisode, a une arme à feu. Mon Dieu. Et bizarrement, aux États-Unis, ça n'est pas passé. Voilà, le pays du port d'armes. Alors que le pays du port d'armes, où il y a des fusillades tous les 2 minutes. C'est incroyable. Mais en tout cas, tous les épisodes ont été modifiés dès le 40 pour permettre en fait de gagner du temps sur le 43. Donc toute la fin du 42, la fin de la mort de Metal Sidramon, a été complètement déplacé dans le 43, mais c'est la fin de l'épisode 42 et le début de l'épisode 43, c'est vraiment des inventions américaines, c'est-à-dire que les épisodes ne se terminent et ne commencent absolument pas comme ça dans les versions originales. Mais de toute façon, là on est rentré dans le vif du sujet qui est la censure. C'est la principale problématique qui est posée donc vers la version Saban. On a parlé des musiques qui changent, on a parlé des personnalités qui sont exagérées, mais la censure c'est quand même la plus grosse des parties, parce que la Saban aujourd'hui est connue pour toutes ses censures et ses trous, ses scènes coupées. On peut penser à la scène où ils font, même s'il est pas, ça change pas grand chose à l'intrigue, où ils font du stop avec Yamato et Taichi, et où en fait on a censuré
sûr et certain parce que il y a une madame qui fait des propositions, on va dire ça comme ça, à Yamato, et donc c'était considéré comme un mot qu'on ne peut pas dire pour ne pas être bloqué sur YouTube. Il y a eu quoi d'autre comme cette censure? Mais ça va même plus loin, l'histoire du stop. C'est-à-dire que après ils ont fait ah oui, le cousin. Il y a peut-être certains qui ne connaissent que la VF qui vont peut-être être un peu choqués, mais la personne qui s'arrête dans la version originale n'est absolument pas le cousin de Sora. C'est vraiment un inconnu, voilà, qui est là. Et d'ailleurs, on a une réplique dans la VO. On a une réplique dans la VO où je crois que c'est Taichi qui dit non, c'est Sora qui dit calme-toi Taichi, il a quand même accepté de nous emmener jusqu'à Odaiba. Et une jolie réplique de Joe qui lui répond est-ce qu'on est sûr qu'il va nous y emmener au moins? Et donc dans la version Saban, ils ont dit non, on ne veut pas que les enfants reproduisent ce genre de comportement, donc c'est en fait le cousin de Sora qui s'arrête complètement par hasard, son cousin Dwayne qui passait par là. Voilà, mais alors le top du top, on fera peut-être une parenthèse sur Digimon le film un peu plus tard, mais c'est quand ils ont adapté la partie qui correspond au 3e film. Pour ceux qui connaissent bien, ça qu'en VO, on a les trois héros de Zero Two qui se baladent comme ça à l'international, les mains dans les poches, en faisant de l'autostop avec des inconnus. Bon, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais dans la version Saban, c'est à mourir de rire, parce que t'as l'impression, je crois que c'est... Je sais plus c'est lequel des trois, mais qui en gros a de la famille partout. Je crois que c'est Miyako, c'est Miyako, enfin Yolei, du coup, dans cette version, qui a un oncle par-ci, un grand-père dans le Texas, ou que sais-je, enfin, c'est très absurde, du coup, ça a le mérite d'être drôle, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître quelque chose, pour tout le mal qu'on peut en dire, ça m'est souvent arrivé de rigoler devant la version Saban. Donc, quelque part, on peut dire que c'est réussi à ce niveau-là. Mais c'est à se demander. François disait, mais on a l'impression d'avoir une version parodique du Digimon. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu regardes avec des yeux d'adulte et pas avec des yeux d'enfant, du début à la fin, tu as l'impression d'être devant une parodie. Et on va venir à un des sujets importants. Parce qu'aussi, les voix données par les comédiens de doublage sur cette série et la direction artistique donnée par le doublage visent carrément la parodie. En fait, tu avais l'impression que c'était le souhait du début. Et là, je vais laisser Nicolas parler des formidables, au demeurant, comédiens de doublage qui sont sur cette série, mais qui n'étaient pas aidés par la direction artistique. Oui, on va embrayer sur la VF. Donc ça a bien été compris par tous. Je crois maintenant, la VF était donc basée sur la version Saban, donc la version américaine. Ce qui n'était pas le cas de forcément tous les pays d'ailleurs. François, on a parlé tout à l'heure. En l'Allemagne ou l'Espagne ont eu des vraies versions. Voilà, donc bon, et comme Saban était francophone, peut-être que ça a joué, j'en sais rien. Mais parce que je crois que finalement, on est un des rares pays, peut-être même le seul, où on s'est vraiment tapé une version adaptée directement de la. Pas le seul, mais en Europe, non. T'as mis le mot dessus. Je sais qu'il y a la Norvège aussi qui a eu notamment. Et les pays francophones, Belgique, Suisse. Oui, ça évidemment. Mais bon, bref, d'accord. Bon, je peux pas trop parler du doublage américain lui-même. Je l'ai très peu écouté. Je suis pas très. Je fais une parenthèse. Je suis pas. Je vais pouvoir faire une petite parenthèse. Vas-y, comme ça fait la transition. Oui. Eh ben, alors, la différence, alors c'est ça aussi qui est assez compliqué pour juger Digimon chez nous, c'est que, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'on a déjà, nous, il faut se dire qu'on a eu une adaptation d'une adaptation. Oui. Donc, déjà, voilà. Sachant que, dans la version originale, des fois, quand les Américains traduisaient, il y avait des erreurs, sachant que chez nous, ils ont réussi à refaire des erreurs par-dessus. Je pense à la narration de Sora dans l'épisode 4. Elle parle des Pyokomon, je crois. Elle dit le contraire de ce qui était dit dans la version américaine. Bref, peu importe. Le point, c'est que les scénaristes américains ont fait de cette série une série américaine, avec effectivement les personnages qui parlent tout le temps, qui s'envoient des vannes, et tout. C'est très, 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 très américain. Et ils ont quand même réussi à donner... Alors, je comparerais ça vraiment à ce qu'on a aujourd'hui avec les films Marvel. Ils ont réussi quand même, dans la version américaine, à garder des moments très épiques, mais qui sont quand même toujours désamorcés, effectivement, par l'humour et tout ça. Mais... les voix et tout ça sont quand même très épiques. Moi, l'extrait que j'ai le plus dans la tête, c'est tu mets toutes les évolutions dans l'épisode 40, tous les Digimon évoluent à la suite, là. Tu écoutes les voix américaines et les voix françaises, c'est le jour et la nuit. Voilà. Sachant que dans la version américaine, ils sont quand même allés dans le détail, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à rajouter des effets sur les voix, notamment sur les attaques, sur les évolutions et tout. Vraiment tout un truc qui fait que tu sens que tout a été remanié chez eux, mais ça a été fait de telle manière à ce que quand même on soit dedans, que ce soit quand même épique,
malgré tout. Voilà. Et chose qui n'a, moi je trouve, absolument pas été conservée dans la version française. Bah, et les voix surtout, qui du coup, je vais reprendre l'exemple du fandom, mais nous, une des choses qu'on voulait faire, c'était avoir une voix, un personnage entre guillemets, mais un peu comme à la version japonaise. On a même été encore plus loin pour les seconds rôles. Et c'est-à-dire que voilà, on voulait aussi des voix qui soient sensiblement dans la même trempe que la version originale. Je prends l'exemple le plus frappant, hein, qui est Palmon. Palmon qui en VO a une voix toute gentille, toute mignonne, toute fluette. On a pris une voix, donc Noémie nous fait une Palmon sensiblement la même, hein, alors que je vous laisse limiter si vous avez envie. On a eu dans la version Saban une Palmon qui n'avait rien à voir. Hein. C'est Marge Simpson. Voilà. Et ça, je le prends pour Palmon. Et encore, et là, nous, on a en VO, tout comme dans notre VF, un Digimon et ses évolutions a le même comédien et les mêmes voix. Donc c'est-à-dire que de Tanemon, Palmon, Tagemon, Lilymon, on a Noémie qui faisait, donc avec, comme tu l'as dit, des effets, des changements de voix un peu plus graves quand genre de Gabimon, tu passes à Kairumon. Là, en VF, ils se sont cassés la tête pour je ne sais quelle raison. Ils ont été de Palmon, tu passes en Togemon avec une voix grave, à Lilymon avec une voix de... Moi, j'ai une théorie aussi là-dessus. C'est qu'à mon avis, et je pense que Nicolas me contredira pas cette fois-ci, sur ce point-là, c'est que le doublage français, fait par la Sophie, a tellement été fait par-dessus la jambe que personne n'a fait de recherche avant sur qu'est-ce qui était que quoi. Hein. C'est juste, il y avait des personnages à l'écran, on leur a dit faites-leur des voix. Je pense que la pauvre Annabelle Roux, quand Palmon est arrivée, elle a fait cette voix en ne sachant absolument pas qu'elle aurait ce personnage à tenir sur toute la série. J'en suis intimement convaincu. Parce qu'il est apparu dans le premier épisode, on voit qu'ils évoluent, machin. Elle, au début, elle a dû voir la petite Tanemon, là, elle a dû se dire qu'elle allait peut-être être ça toute la série. Et à mon avis, elle s'est retrouvée bloquée à faire sa Palmon, là. Oui, c'est bien possible. Faut bien se rendre compte. Alors, je fais une parenthèse. L'idée, c'est effectivement en VO, un Digimon garde la même voix, sauf rarissimes exceptions, et j'en ai même pas en tête. Mais normalement, il garde le même comédien ou la même comédienne, quelle que soit l'évolution et tout ça. Il me semble que déjà dans la version américaine, la règle n'est pas absolue, quoi. Ils peuvent faire appel. Je crois que Agumon n'a plus la même voix quand c'est Draymond, tout ça. Non. Donc déjà, Par contre, ils sont à peu près, en termes de casting, ils sont certes un peu moins, il me semble, que sur la VO, mais ils ont une voix un comédien par personnage. Nicolas, ils étaient combien sur la VF de Saban? Alors, qui l'a dirigé déjà? Et combien ils étaient de comédiens? Alors oui, allez, on va embrayer sur la VF. Donc la VF, donc ça a été dit, a été réalisée par la boîte Sophie, qui n'était pas vraiment un studio Sophie, c'était une espèce d'entreprise qui enregistrait dans plein de studios différents. Ils louaient des studios d'enregistrement. Ils bossaient énormément avec TF1 à l'époque. C'est eux qui ont fait toutes les VF du Club Dorothée, tout ça. Voilà. Alors, pour la direction artistique, c'est un peu mystérieux. Les premiers épisodes, ça on en est à peu près sûr, ça a été dirigé par un certain Maurice Sarfati, que les fans de Nicky Larson connaissent bien, parce que c'était lui qui faisait les voix des méchants avec leurs boulettes et tout ça. Et que... Pourquoi c'est mystérieux? Parce que Monsieur Sarfati, on l'entend dans les premiers épisodes, c'est notamment lui qui a été la première voix de Greymon, ou même de Birdramon, de Togemon aussi, je crois. En fait, il faisait pas mal d'évolutions, en fait, étonnamment. Mais par contre, à partir de l'épisode 9 ou 10, je sais plus, on ne l'entend plus. Donc, est-ce qu'il a continué à diriger sans participer? Je sais pas, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Le fait est, souvent les comédiens comme Donald Renew et tout ça, en interview, ils mentionnent beaucoup Maurice, comme ils disent. Alors ça me paraît très étonnant qu'il le mentionne tout le temps s'il a juste dirigé 9 épisodes, sachant que vu le rythme à laquelle où ça a été enregistré, je pense à 9 épisodes, tu fais ça en 3 jours, hein, à peine. Donc je pense qu'il a dû diriger la première saison, mais que peut-être au bout d'un moment, pour X raisons, il a arrêté d'enregistrer lui-même des rôles. Pour la saison 2, et sans doute le film, et même la saison 3, c'est Antoine Noël. Pour ceux qui savent pas qui c'est notamment lui qui dirige les animés Dragon Ball ces derniers temps, à partir de Dragon Ball GT, en remplacement de Pierre Trabeau. Bon, on parlera des comédiens plus tard, sur Antoine Noël, c'est un sacré dossier. Mais pour rester sur les conditions d'enregistrement, oui, alors combien ils étaient? Alors ça dépendait, c'est assez étonnant. Il y a parfois eu des guests, il y a parfois eu des gens qui sont venus comme ça, ponctuellement. Par exemple, Andromon a eu sa voix au début. Il y a vraiment un comédien qui s'appelle Régis Lang, qui est venu juste pour faire Andromon dans l'épisode 5, je crois, c'est ça. Et c'est tout ce qu'il a fait. Il n'est pas revenu par la suite. Andromon, quand il revient à la fin de la saison, il a été repris par Thierry Bourdon. Et ouais, il y a quelques guests comme ça. Il y a une comédienne aussi qui est venue juste pour faire des mamans.
Quand, je pense qu'à un moment, ils ont dû se retrouver embêtés dans l'arc 3, quand il y a eu plein de parents qui sont apparus comme ça. Et ils ont fait venir vraiment une comédienne qui s'appelle Valérie de Vulpian, qui a fait notamment la maman de Sora. Et chose amusante, elle est même revenue le faire dans Digimon le film. Donc c'était vraiment la voix attitrée de la maman de Sora, même s'il y a eu d'autres comédiennes qui l'ont fait. Globalement, en moyenne, ils étaient même pas une dizaine, en fait, quoi. C'est ça. On a des photos qui sont sorties, notamment via le magazine Digimon, et en effet, il y avait une sorte de tournage, immersion, reportage photo, là, et c'était zéro tour, hein, donc ils avaient, je crois, 8 ou 9 sur la photo. C'est ça, oui, en fait, c'est vrai que c'était une équipe très réduite, mais c'était souvent le cas avec la Sophie. La Sophie était malheureusement très connue pour ça, c'était souvent des doublages très bâclés, avec peu de comédiens. Un exemple très connu qui est extrêmement parlant, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Il y a 5 héros masculins, il y a 4 comédiens principaux, donc il y a deux personnages, en l'occurrence Shiryu et Yoga, qui sont faits par le même comédien. Voilà, on a des aberrations comme ça. Et c'est vrai que même Digimon, même pas une dizaine de comédiens principaux qui sont tout le temps là, c'est peu, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le CV des comédiens, c'est Donald Renew, Alexis Thomasian, Dorothée Pousseo, c'est des comédiens qui ont fait des centaines de choses, quoi, et qui sont très connus. Mais c'est ça le drame, entre guillemets, de cette VF, c'est que globalement, les comédiens, c'est des très bons acteurs, en fait. Ils sont pas c'est pas des tâcherons, quoi. Mais c'est juste que, voilà, donc pour revenir un peu sur les conditions, déjà, je suis même pas sûr qu'ils écoutaient la version américaine quand ils enregistraient. Ou alors peut-être qu'au tout début, on leur a fait écouter. Il y a quand même eu des essais. Je me souviens d'une interview de Marie-Eugénie Maréchal qui fait TK et Carrie. Et Carrie. Voilà. Elle en parlait. Petite parenthèse, c'était la première fois qu'elle faisait un petit garçon. Donc le petit Takeru. Ça, c'était intéressant à noter. Mais elle disait bien que du coup, elle avait passé un essai. Alors je me souviens plus si elle avait précisé s'il avait écouté la version américaine ou pas. Bien évidemment, ils n'ont pas écouté une seule seconde de la version originale. Je suis même pas sûr qu'ils avaient ça à disposition. Et de toute façon, je pense que tout le monde s'en foutait. On va être très clair. Mais donc pour les conditions, je pense qu'ils devaient enregistrer, mais à la va-vite totale. Donald Renew, il l'a dit plusieurs fois. Lui, il était un peu frustré. Sur Twitter, il en a parlé il y a au moment où on a commencé le fandom, il y a quelqu'un sur Twitter qui l'avait interpellé, lui et Alexis Thomasian, sur la personne était très 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 virulente sur la VF de Saban de Digimon, et Donald Renew avait répondu, Alexis Thomasian avait acquiescé en disant oui, mais il faut recontextualiser, on était jeunes, on nous disait de nous amuser, de nous éclater, et de faire des voix rigolotes et bizarroïdes. Nous, voilà, on était des gamins et on faisait ce qu'on nous demandait, quoi. Je suis même pas sûr qu'ils avaient droit à une deuxième prise, à part si vraiment ils bafouillaient ou ce genre de choses, mais je pense que c'était fait ce qu'on appelle à la volée, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu découvres ton texte quand tu le dis. Donc, oui, des fois, t'as des situations où le jeu d'acteur est complètement à l'ouest, mais en même temps... C'est ça, quoi. Je pense que ta seule directive, c'est amuse-toi, c'est un dessin animé un peu con-con, il y a des créatures bizarres. Oui, puis c'est ça aussi pourquoi Palmon a cette voix-là, mais au bout d'un moment, faut se rendre compte, je pense qu'ils étaient très peu de comédiens. Au bout d'un moment, on te dit, il va falloir que tu fasses 2, 3, 4 personnages. Le réflexe naturel, c'est de prendre des voix bizarres pour différencier tes personnages. Il n'y a pas à chercher plus loin. Parce que on dit ça, mais il faut bien noter que on dit qu'ils étaient 9 là à peu près, mais ils étaient 9 pour tout faire. Oui, pour tous les secondaires. On parle même pas que des personnages principaux. Oui, on parle de 100 personnages. Tous les personnages de la série. À eux tout seuls. Là où on était 50, nous. Pour vous dire un exemple, dans la saison 2, entre guillemets, la deuxième série est arrivée, il y a plusieurs personnages principaux, de nouveaux personnages. Faut quand même se rendre compte qu'il n'y a que 2 comédiens nouveaux. Mais d'ailleurs, avec Socaline, on a été fait une convention et on a rencontré Donald Renew, Alexis Thomasian et Dorothée Pousseo. Ouais. Et en faisant dédicacer les choses, en fait, que Socaline, donc qui jouait Carré dans une version, c'était rigolo parce que du coup, il y avait Dorothée Pousseo, donc elle lui fait dédicacer une photo où il y a Miyako et Yuri, les 2 personnages qu'elle a doublés. Donc elle a doublé la nouvelle fille et le nouveau garçon qui passent leur temps à se donner la réplique. Et elle nous racontait, en fait, elle voit ça, et là, elle se retourne vers Alexis ou Tonal, et elle fait mais regarde, et là il y a plein de souvenirs qui lui reviennent en mémoire, elle était mort de rire, elle fait mais elle dit mais quelle galère, mais qu'est-ce que c'était en gros n'importe quoi. Elle dit qu'elle passait son temps, elle nous racontait, à se donner la réplique à elle-même, et c'était en devenir chef, quoi. Donc c'était elle en gardait un bon souvenir, mais un peu compliqué quand même. Faut se rendre compte de l'aberration, ça. Donc il y a plusieurs personnages principaux, on fait venir que 2 nouveaux, donc il y avait Fabrice Trojani qui faisait Davis entre guillemets, et donc Dorothée Pousseo qui se retrouve à faire 2 personnages qui effectivement se donnent souvent la réplique.
Et D'ailleurs, pour l'anecdote, Fabrice Trojani, qui connaît Discordia, qui joue Telmon, du coup, ils sont devenus amis, et lui avait dit, s'ils font Zero Two, je veux pouvoir donner mon mot sur l'acteur qui fera Davis Desquet, voilà, parce qu'il gardait beaucoup de sympathie et de bienveillance sur ce projet. Je crois avoir compris que c'était un de ses premiers rôles principaux, donc oui, sans doute, il doit avoir de la tendresse pour ça. Oui. Alors ça, c'est une particularité, mais c'est aussi le cas sur la version américaine, c'est qu'en VO, comme ce sont de jeunes enfants, on a surtout fait venir des femmes pour les jouer. En Occident, c'est moins le cas. Alors, en général, on a quand même mis des jeunes comédiens, comme Donald Renew ou Alexis Thomasian, qui étaient quand même assez jeunes à l'époque. Mais c'est vrai que, alors à la fois, il y a la jurisprudence Yamato en VO, où il a quand même une voix très grave pour un gamin d'11 ans. Après, on a aussi des Michel Lutovac. Moi, ça me traumatisait parce qu'à l'époque, je regardais Friends et quand je voyais Mimi, j'avais la voix de Phoebe dans la tête. Oui, bien sûr. Ça... Et qui est une voix très femme pour le coup et non pas fille. Après, Michel Lutovac, oui, c'est vrai que j'ai vu beaucoup. Parfois, je vois des choses assez méchantes sur elle. Faut se mettre à sa place. Quoi, tu prends le personnage de Mimi, on en a parlé. Mimi, dans la version Saban, c'est une petite fille coconne. Elle a joué une petite fille coconne, voilà, c'est tout. Oui. Là, pour le coup... Voilà, c'est tout. Encore une fois, ils avaient aucun moyen de savoir... Parce qu'en G-Woman, ça passait très bien. En G-Woman, elle passait très bien. Alors, sur Gatomon / Telmon, ça c'est un peu plus polémique. Gatomon. Voilà. Mais sur Ange-Woman, voilà, pour le coup... on en parle de The Demon et The... voilà, Alexis Thomasian, alors moi, sur son Yamato, encore une fois, oui, il y a le côté beau gosse, arrogant, mais encore une fois, mettez-vous à sa place, c'est ce qui... Oui. C'est le mat version Saban. Moi, je trouve que son Yamato, au-delà de ça, est plutôt correct, mais effectivement, après, voilà, encore une fois, on lui donne un autre personnage qui est Gomamon, il a improvisé une voix un peu mignonne et tout, puis quand il a commencé à se transformer, il a fallu trouver d'autres voix, il a fait... Mais globalement, la voix des personnages humains, oui, elle est plutôt, vraiment, moi, les personnages humains, j'ai rien à dire, ça allait très bien, c'était vraiment les Digimon. Moi, c'est ce que je retiens aussi, souvent, en fait, t'as l'impression, en fait, les personnages humains, ils ont fait un effort, quand même, de se dire, faut faire venir, quand même, des comédiens, même, ils ont fait venir des comédiens pour faire les papas, tout ça, quoi. Mais par contre, pour les créatures, c'était vraiment en mode démerdez-vous. Vous les partagez entre vous, vous faites les voix les plus connes du monde s'il le faut, mais on s'en fout complètement. Oui. Mais un point où vraiment il y a insisté, et où, pareil, moi je tiens à mettre une grosse différence entre la version américaine qui se voulait quand même plutôt épique et la version française qui a été faite par-dessus la jambe. La voix de Zudomon est une spécificité française. Complètement. Ouais. Dans le doublage américain, il a une voix qui colle tout à fait à son physique. Il y a une vidéo sur YouTube qui existe qui reprend l'épisode 41, si je dis pas de bêtises. C'est le pire chez nous. Oui. C'est cette fameuse vidéo qui c'est des Anglais, c'est ça, c'est des anglophones. Oui, qui regardent en mode what the fuck la version française parce qu'il n'y a rien qui va de A à Z. Ils ont mis dans l'épisode 41, on a Lilymon qui a une voix avec Zudomon qui avait la pire voix face à Scorpiomon à qui ils ont donné une voix terrible aussi. Donc vraiment, quand tu regardes cet épisode en français, le 41, mais c'est terrible. Moi, franchement, quand je suis allé revoir, notamment grâce au comparatif que Jamajo faisait des épisodes entre le fandom et nous, je crois que ceux où j'ai le plus halluciné, il y avait le 41 et je crois qu'il y avait le 16 aussi, la voix qu'ils ont donnée à Skullgreymon. Et vraiment, et il y a tous ces points-là sont vraiment des points spécifiques à la VF qui ne sont pas du tout dans la version américaine. Mais dire oui, Skullgreymon, c'était Hervé Ray qui visiblement avait la nausée. Je sais pas ce qu'il avait, mais... Non, encore une fois, quoi, je veux dire, vraiment, les épisodes défilaient, est-ce qu'il s'est vraiment rendu compte que Skullgreymon était censé être flippant ou pas ? Ils y allaient à l'instinct. Ou est-ce qu'on leur a demandé Ils y allaient à l'instinct, aussi, des fois ça marchait. En Jouamon, ça a marché, il a eu la bonne intuition. Michel Lituac, il a fait une voix sexy, ça marche très bien. Puis des fois, en fait, il se plantait complètement. Et puis, comme le directeur artistique, il en avait, sa seule priorité, c'était d'enregistrer le nombre d'épisodes dans la journée, et tout le monde s'en foutait. Alors, je fais une parenthèse sur Hervé Ray, peut-être qu'il y a des gens, moi pendant longtemps, je l'ai pas su, il y avait eu un mystère là-dessus. Hervé Ray, il fait quand même Agumon et Gabumon, qui se donnent aussi très souvent la réplique. Donc ça a dû être ça a dû être un sacré défi, ça aussi. Alors, la voix de Gabumon, est-ce qu'elle est ? Mais moi, j'aime bien son Agumon, personnellement. C'est pas Alexis Thomasian qui fait Gabumon ? Non, il fait Gomamon. Il fait Gomamon. Mais pendant très longtemps, on a cru que c'était lui, parce qu'en fait, alors Hervé Ray, il a pas participé à la fin de la saison 2, il devait être occupé, certainement. D'accord. Et ça, c'était Thomasian qui l'avait repris. Je pense qu'il y a dû y avoir une confusion à ce niveau-là, parce que Thomasian l'imitait plutôt bien, et c'est vrai que des gens ont dû le reconnaître en se disant c'est lui qui doit le faire tout le temps.
Mais non, la voix principale pour Agumon et pour Diamimon, c'était Hervé Ray, donc la voix de Peter Pan chez Disney notamment. Donc ouais, vous voyez, il y avait du beau monde encore une fois. Donc voilà, Dorothée Pousseau, il y avait Thierry Bourdon, il est très connu, il a fait énormément d'animations japonaises. Et bon, là, il s'est retrouvé le pauvre à faire... C'est marrant d'ailleurs, il avait qu'un seul rôle principal dans la saison 1, c'était Tantomon. Alors bon, autant son Tantomon, bon, il est stylé, bon, en VO il a une voix assez particulière aussi, bon, mais... Entre nous, bon, c'est ridicule, mais c'est culte. Son Kabuterimon, il est culte quand même, pour les mauvaises raisons. Mais oui. Alors c'est très drôle, parce que Bourdon, il avait été interviewé et il expliquait que lui c'était très stressant les Digimon, parce que justement, comme il avait qu'un seul personnage principal aussi, il faisait énormément de personnages secondaires. Au début, il faisait Meramon, il avait fait, comment il s'appelle, Unimon aussi. Enfin, il en faisait plein. Du coup, forcément, on le rentabilisait. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il racontait, il avait un cahier où il notait chaque voix qu'il prenait en fait. Il y avait vraiment un cahier comme ça, donc je sais pas ce qu'il notait, est-ce qu'il pour Kabuterimon il notait voix à la con, j'en sais rien, mais il devait noter quelque chose. Mais ça m'a fait marrer cette anecdote, comme il avait peur d'oublier ses voix, il les notait sur un cahier. Oui, il y avait, je vois, là je regarde, mais il y avait Gérard sur oui, Gérard Sur, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont reconnu la voix de Bugs Bunny sur Pico Digimon et Pinotimon. Et Puppetmon. Oui, pour reprendre les noms de la sabane, et pour cause, c'est Monsieur Gérard Surut, qui est donc la deuxième voix de Bugs Bunny, après Di Piero. Et oui, il y avait, voilà, c'est des très bons comédiens. Alors, il y en a un qui est un peu mystérieux, c'est Frank Turgeman, qui faisait Joe. Il a pas fait... Alors, à partir de la saison 2, il faisait aussi Ken, donc il a quand même été rentabilisé, mais il fait pas énormément de personnages, même des rôles secondaires et tout. Faut dire qu'il est assez médiocre dessus. En général, il savait pas modifier sa voix, ce monsieur. Mais tu sais, tu dis ça, mais on l'a vécu nous avec notre VF, c'est que on avait nos rôles principaux. Il y en a qui du coup, on a réussi à les mettre à toutes les sauces. Je pense à Discordia parce que elle avait une faculté à mouvoir sa voix et à faire plein de petits trucs. Mais pour d'autres, je prends l'exemple de notre formidable Mimi, Shannon, qui je pense est une des rares comédiennes de notre série à avoir fait uniquement et seulement le rôle de Mimi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, elle devait faire une Pyokomon dans l'épisode 4, et d'ailleurs elle a été remplacée par Discordia, parce que du coup Shannon est incapable, elle est talentueuse au possible, mais elle est incapable de modifier sa voix et de faire autre chose que Mimi. Une modulation, ouais. Et enfin, je pense à Shannon, mais je pense qu'elle est pas la seule. Oui, ça peut. Il y a des. Ça, je pense que ça peut se travailler aussi, mais je pense que c'est inné. Il y a des gens qui savent jouer avec leur voix et d'autres non. C'est comme les imitateurs. Après, il y a des gens qui sont imitateurs de nature et d'autres ils y arriveront jamais. Ouais. Après, il y avait la magie où François a beaucoup utilisé. Oui, je pense à moi quand j'ai fait Santarumon. Alors oui, je suis allé dans mes graves et tout ça, mais le fait que tu mettes un effet sur la voix de Santarumon autre, voilà, ça joue, ça accentue un peu la différence. Mais voilà, mais après voilà, il y en a pour qui c'est très facile. Je pense à GFB qui a fait énormément de personnages, Geckomon, Ogremon et autres dedans avec des voix un peu rigolotes. Mais voilà, pour qui c'est un don. De toute façon, ça reste un don. Et même pour toi d'ailleurs, la petite anecdote, Nicolas, ça n'a pas été. T'as été casté sur Vendémon, puis finalement on n'a pas trouvé de Devimon, donc on a dit tu peux pas faire Devimon. Donc tu as fait Devimon, et arrivé à faire Vendémon, tu t'es retrouvé en mode mince, comment faire, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on avait un postulat de dire chaque rôle principal, donc méchant inclus, aurait sa voix. Ça, c'était un moment un peu de gêne, oui, c'était un moment de gêne, c'était mince. Je me souviens même que j'avais essayé de moduler à fond dans les graves, mais ça marchait pas du tout, c'était très artificiel. Finalement, je crois que j'ai été pitché, finalement. Bon, bref, on s'en est sorti comme ça, mais ça, vers le bas. C'était pas évident dès le départ, mais ça, oui, du coup, pour l'anecdote, c'est amusant, parce que dans la VF de Saban, du coup, Myotismon, alias Vendémon, et Devimon étaient joués par le même comédien, qui est Michel Prudhomme, la voix de John Cleese, notamment, et de Zazu dans Le Roi Lion. Donc, oui, c'est amusant de se dire ça, mais en américain aussi, il y a quelques recyclages. La voix de Vendémon, Myotismon, comme ils disent, c'était la même voix qu'Etemon. C'est Richard Epcar qui a fait pas mal de doublage aussi. Et nous, Etemon, c'était le même que Piemon. Oui, voilà. Il faisait une voix tellement particulière pour Etemon que... J'avais écouté, effectivement, ça passait, oui, ça passait. Quand on est, justement, encore une fois, toujours qui va dans le même sens, mais par exemple, Etemon est une référence à Elvis dans la version américaine. En japonais, les seules références qu'ils font, c'est au fait que c'est un singe, quoi. Mais vraiment, là, c'est pour dire que vraiment le doublage, enfin la sabane, c'est très, très américain, c'est que même chez nous, je veux dire, ça passe pas du tout. Etemon, dans notre version, il est juste un peu ridicule, mais qui a compris que c'était une référence à Elvis chez nous? Oui, effectivement. D'ailleurs, je fais une parenthèse, alors qui c'est qui double Etemon en VF? C'est un comédien pareil qui est très mystérieux, comme Frank Turgeman, quoi. C'est des gens,
T'as l'impression qu'ils ont bossé que chez la Sophie et ils ont jamais bossé ailleurs. Enfin, c'est étonnant. Mais... Et il s'appelle Renaud Durand, voilà. Mais c'est vrai, quand tu fais des recherches sur lui, tu te rends compte, c'était des gens qui bossaient à la Sophie. Des amis de la famille. Peut-être. Alors, oui, Frank Torgman, c'est amusant de savoir qu'il y a une certaine Jacqueline Torgman qui, je crois, bossait à la Sabane. Donc bon, de là à dire qu'il a été pistonné, il y a qu'un pas il y a qu'un pas que nous ne franchirons pas dans cette émission, bien évidemment. Donc, non mais surtout, bon, Frank Torgman, je reviens sur lui, je trouve qu'il est plutôt correct en Joe, même Ken, ça allait. Bon, j'ai pas envie d'être trop méchant avec lui. Donc, franchement, c'était clairement. Non mais les humains, en vrai. Alors après, je vais défendre. Je serai toujours le meilleur Joe qui soit au monde, mais en vrai, son Joe était. Tous les humains, je l'ai dit, tous les humains étaient pas mal. Mais voilà, il y a des comédiens comme ça, donc comme Renaud Durand et tout, dit, à part la Sophie, quand la Sophie a disparu, je crois que c'était en 2007, un truc comme ça, ils ont aussi disparu des radars. Bon. Mais du coup, justement, parce que voilà, Zero Two, dans l'idée, ça a été la même chose. Oui. Temers en VF, c'était la même chose. Après, en France, il n'y a pas eu d'autres séries qui ont été doublées pendant très longtemps jusqu'à l'arrivée de Fusion, c'est ça? Ouais, il y a eu ça avait voilà, mais du coup, c'était pas le même studio, c'était pas les mêmes conditions, et donc c'était quelque chose. Voilà, on va pas en parler parce que qui était plutôt respectueux. Mais si on parle encore de la Sabane, c'est très dommage en fait, parce que moi j'ai pas vu la série, quelle que soit la version, mais si j'ai bien compris, c'est vrai que la VF a l'air très soignée. Il y a beaucoup de comédiens. C'est dirigé par Martial Leminou, qui est très talentueux. Sur quelle série là? Sur Fusion, mais malheureusement. Alors non, Fusion, c'est un pur produit Saban. Ils ont remodifié toutes les musiques. Ils ont gardé que les bruitages et la version. La version française est une catastrophe. Son nom aussi. Alors c'est étonnant, parce que sur le papier, ça a l'air très. Il y a des très bons comédiens, ça a l'air bien très dirigé. Propre, ouais. Bon, mais après peut-être que le résultat est pas fameux. Je pense qu'en termes de voix, on est mieux, mais c'est que encore une fois, pareil, je pense qu'elle souffre du même problème que Adventure, c'est que la réécriture est tellement américanisée que chez nous, il y a plein de trucs qui passent pas du tout. Voilà, même si les comédiens sont très bien. Moi, la VF de Digimon que j'ai trouvé vraiment bien, où j'ai pas eu grand chose à redire, c'est une série que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu, mais c'est Appmon. Oui. Vraiment, là, de A à Z. Pour la première fois, d'ailleurs, ça peut s'expliquer. Pour l'anecdote, Appmon, la série a été diffusée à l'international en France. On est sur Netflix en plus. Non du tout, c'était sur une chaîne du câble, sur Boomerang, je crois. Mais elle était au tout début où Netflix est arrivé, il y avait Appmon dessus. Ah bon? C'est resté deux. Oui, mais pas Appmon. Oui, je crois que tu confonds. Fusion, mais pas. Je confonds les deux alors. Et Digimon Appmon, donc oui, c'est une adaptation totalement fidèle à la VO, que ce soit en termes de générique, les génériques étaient laissés en japonais, la musique, vraiment. Le doublage il est pas parfait, mais il est vraiment plutôt cool. Alors c'est un doublage belge, ça a été réalisé en Belgique. Mais ça reste plutôt soigné. Et non, c'était vraiment très agréable. Moi, j'ai découvert comme ça la série. Enfin une série qui est regardable en VF officiel. Voilà. Ça faisait du bien. D'ailleurs, du coup, c'est très drôle, mais dans l'épisode 45 de Appmon, il y a Braveheart. C'est la première apparition de Braveheart dans une VF Digimon. Alors par contre, ils ont laissé, je crois, le terme Digivolution. Bon, ça... on n'en a pas parlé. Alors... l'adaptation... on n'en a pas parlé, mais Digivolution, Digimonde... J'ai une anecdote là-dessus, j'ai même plusieurs anecdotes. Parce qu'effectivement, dès la version américaine, ils ont rajouté l'adjectif Digi sur tout et n'importe quoi. Est-ce que c'était pour imiter Pokémon? J'en sais rien. Mais je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Il faut savoir que Haïm Saban, lui, il avait voulu acheter... la série Pokémon est arrivée chez lui. Il y a une cassette qui est arrivée chez lui. Et cette cassette a été visionnée par une collaboratrice qui a estimé que ça ne marcherait pas, que c'était pas intéressant. Et quelques temps plus tard, Haïm Saban, il n'était pas sur la planète Mars. Il a bien vu que Pokémon, ça avait cartonné. Il a appris que ça avait atterri chez lui, tout ça. Comme il le dit lui-même, aujourd'hui, ce n'est plus une collaboratrice. Ça, c'est une anecdote qui est quand même géniale. Le cercle type est quand même passé à côté d'une mine d'or. Mais pareil, qu'est-ce qu'il aurait fait à Pokémon? Ça, on saura jamais, mais... Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que par exemple tous les ajouts de Digi machin, c'est tout des trucs qui viennent des jeux de cartes et du jeu vidéo aussi, ça, je sais pas. Qui viennent de l'adaptation à ce moment-là qui avait été fait. Et du coup, je fais juste une anecdote. Alors bon, ça c'est la version américaine. En français, alors donc il y a le terme Digivolve en anglais. Alors, logiquement, on devrait le traduire par Digivolu, parce que Digivolve-toi, ça veut rien dire, en fait. Mais c'est rigolo, parce que moi, je me souviens qu'il y avait des vidéos de promotion sur TFU, l'émission TF1. Alors ça, pareil, si des gens ont ça, vous avez une mine d'or, numérisez-moi ça et mettez-le en ligne. Et comme sans doute ils n'avaient pas vu les épisodes en VF et tout, t'avais vraiment une voix off qui disait « Oui, on vous présente la Digivolvation ». C'était traduit comme ça. Ce qui n'est pas beaucoup plus logique, mais... Non. Bon.
Mais Ouais, mais de toute façon, c'est dingue parce que du coup, après, aujourd'hui, on le voit dans la communauté Digimon, il y a quand même. Il y a deux équipes. Il y a les pro Saban, il y a les anti Saban et pro VO. Il y a quand même des gens qui essayent d'être entre les deux et de se dire bon, voilà, je vais pas renier totalement Saban parce que c'est comme ça que j'ai connu Digimon, mais quand même, la VO c'est mieux que ça. Mais globalement, il y a quand même deux affrontements et c'est vrai que nous, on l'a vécu avec la VF quand on a fait le fandom. Au début, il y avait quand même des questions, mais pourquoi vous faites la VF? Ça existe déjà. Enfin voilà, il y avait un peu pourquoi ça sert à rien. C'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, encore, hein, de. Les gens qui du coup sont pas du tout dans la communauté Digimon notamment et qui ont connu Digimon à l'époque, leur expliquer le pourquoi du comment, c'est compliqué parce que du coup. Oui. Parce qu'il y a plein de termes, effectivement, comme tu disais, qui sont des inventions de la version américaine. Il y a même des incohérences, quoi, parce que l'exemple il est connu, je crois, c'est que par exemple les termes qui correspondent au niveau d'évolution, c'est plus du tout les mêmes, et il y a même une aberration, c'est que la version, bon, ça va être parfait, bon, on pourrait chipoter, mais bon, en américain c'est encore pire, on te dit c'est le niveau ultime. Mais ça n'a pas de sens, parce que ultime ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le dernier, quoi. Non, il n'est pas supposé y avoir quelque chose au-dessus. Dans la version Saban, si, il y a un niveau au-dessus, c'est le méga. Donc le méga est supérieur à l'ultime, ce qui n'a pas de sens. Voilà. Parce que du coup, pour comparer, donc en VO, donc du coup bébé égale bébé, on est d'accord. Enfant est devenu disciple, adulte est devenu champion, parfait est devenu ultime. Et ultime est devenu méga. Ultime est devenu méga, ouais. Voilà. Donc comment ça se fait? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'ils se sont trompés dans les termes? Tout ça, j'en sais rien, mais... Alors non, pareil, il me semble que... Alors pareil, il faudrait que je revérifie ça, et puis je reviendrai là-dessus si je dis n'importe quoi, mais il me semble que ça vient vraiment du jeu vidéo de base qui a été importé d'abord, et en fait, c'est tous des termes qui ont été changés pour donner un style un peu plus... D'ailleurs, justement, si... Parmi vous, il y a quelqu'un qui a joué à Digimon World, notamment. J'aimerais beaucoup faire un podcast sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à raconter, ce jeu qu'on ne pouvait pas terminer à l'époque parce qu'il était, buggé, tout ça. Il y a des choses à dire sur les jeux vidéo. Hein. Voilà, parce qu'après, je sais, parce qu'il y a plein de termes comme ça, notamment les attaques ou quoi, qui justement ne sont pas des simples traductions. Par exemple, en français, c'est pas la simple traduction de la version américaine, c'est vraiment ce qui a été traduit pour le jeu vidéo. Voilà. À tel point que dans certains épisodes, c'était tellement fait à la va-vite qu'au lieu d'aller chercher la Bible, ou alors c'est qu'il n'y en avait pas, mais voilà, je pense qu'ils ont laissé certains noms d'attaques complètement vides pour les remplacer par des princes. Exactement, c'est des points que je voulais aborder. Oui. C'est que même l'adaptation, effectivement, je parle de l'adaptation française par rapport à l'américaine, hein, on s'entend bien. C'est vrai qu'elle est elle-même pas terrible, quoi. Il y a effectivement, comme tu disais, des contresens même par rapport à l'adaptation américaine. Les attaques, des fois, ça change de nom. Il y a des attaques qui sont inversées, tout ça. Je pense qu'il devait avoir une Bible, quand même. Alors, quand on dit une Bible, on se comprend bien. C'est un document de référence où tu es censé noter, toutes les traductions, même les histoires de tutoiement et de vouvoiement et tout ça. Bon, à l'époque, c'était pas toujours fait. C'est pour ça que même dans une série comme Dragon Ball Z, parfois, pareil, les attaques changeaient tout le temps et tout. Enfin, bref. Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est qu'effectivement, alors non seulement tu as des attaques qui étaient remplacées, un exemple très célèbre, c'est Vendémon. Il a mis très longtemps à avoir le nom de ses attaques traduites. Dans les premiers épisodes, il sortait des trucs du style « À vous, mes jolis !» et tout ça, en parlant de ses chauves-souris. C'était assez amusant. Mais, et en plus, Aldrich, tu faisais bien d'en parler tout à l'heure, parfois il y a des scènes où en VO, il n'y a pas de dialogue. Et pour cause, il n'y a pas de personnage à l'écran. En américain, il remplaçait ça par du dialogue. Et en VF, ce qui est assez amusant, c'est que je sais pas si c'est des erreurs lors de l'enregistrement, ou si c'est parce qu'ils avaient la flemme de traduire, ou même pour magouiller sur le lignage, parce que les comédiens étaient payés à la ligne, donc peut-être qu'ils enlevaient des dialogues pour les payer moins, je sais pas. Mais il y a des scènes qui, en version française, sont muettes, alors qu'en américain, il y avait du dialogue. Donc, involontairement, la VF est parfois plus fidèle que à la VO. Voilà, mais c'est des points compliqués parce qu'il y a aussi un truc, c'est que les épisodes sont pas exactement les mêmes chez eux et chez nous. Aux États-Unis, du coup, ils ont 3 coupures pub dans un épisode. Oui, c'est vrai aussi. Alors qu'en France, ils en ont gardé qu'une. Et alors des fois c'est coupé, des fois c'est gardé, enfin ça donne des parties un peu bizarres. Je pense à l'épisode 13 où il y a Angemon qui dit 2 fois la même phrase dans la version française à la suite, simplement parce qu'il y avait une coupure pub en fait aux États-Unis qui a été totalement squeezée. Mais ça, voilà, je sais qu'à l'époque ça m'avait beaucoup comme ça. À l'époque ça m'avait beaucoup perturbé. C'est pourquoi il dit 2 fois TK, si tu veux que je revienne, je reviendrai. T'as vraiment l'impression qu'il y a eu un bug. C'était vraiment bizarre. Non, c'est qu'il y a des coupures pub. Mais après effectivement, comment ça a été géré? Est-ce que voilà,
point d'interrogation. Il y a un point là-dessus, technique sur aussi, ces phrases qui manquent. je voulais y venir, c'est que en VF, donc ils ont quand même traduit le générique, ils ont doublé le générique par rapport à l'anglais, à l'américain évidemment. Petite parenthèse, il existe une version longue qui était sortie en CD. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et alors, il y a le couplet qui revient à la fin. Et en anglais, c'est le même couplet. Hein, c'est, je sais plus c'est quoi les paroles, mais c'est l'équivalent du dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. En français, ils ont mis des nouvelles paroles. Et là aussi, on balance une bouteille à la mer. Si quelqu'un comprend ce qu'ils disent à la fin, eh ben, dites-le nous, parce que nous, ça fait plus de 20... ça fait plus de 20 ans qu'on essaie de comprendre. Alors, au début, il dit tu es tout en haut de l'échelle, dans le miroir 2, quelque chose. Voilà. Donc, si quelqu'un comprend... Mais tu sais que moi, pour la petite anecdote musique, j'ai connu Kim Wilde et ses chansons, et notamment Kids in America, grâce à la version du film Digimon Saban, parce que du coup, elle est dans la BO du Digimon le film, et j'adore cette chanson. Et du coup, même encore aujourd'hui, je l'entends à la radio ou quoi, je l'associe à Digimon, quoi. Et voilà, par rapport aux chansons, je voulais juste finir là-dessus. Point technique intéressant, c'est que donc ils avaient doublé le générique. Dans la saison 1, par contre, alors, en américain, il y a parfois des chansons qui interviennent, notamment le Hey Digimon, Digimon, tout ça, bref. Et c'était pas doublé, mais il laissait ça du coup en version instrumentale. Bon, certains diront tant mieux peut-être, mais je sais pas. Ils nous ont quand même adapté la chanson de Mimi, I Wish, qui est dans l'épisode 25, parce que du coup, là, dire de ne pas l'adapter, vu que l'épisode repose sur le fait qu'elle va chanter pour réveiller le personnage. Donc, si tu coupes ça, tu coupes l'épisode. Et du coup, ça a donné à je vais te chanter une chanson qui te réveillera. Voilà. Mais c'est la même chose en anglais, hein. La chanson chantée à ce moment-là. Mais moi, je parle vraiment des chansons, là. Bon, c'est une chanson intradigétique, Hey Digimon, Hey Digimon. Voilà. Oui, voilà. Donc ça, c'était laissé en version instrumentale, toutes ces chansons-là. Mais alors, à partir de la saison 2, là, il y a eu des nouvelles chansons comme ça qui s'inséraient dans les épisodes, comme en VO, avec Braveheart et tout. Et donc en VF, ils les ont doublés. Mais chose très, très rigolote, c'est qu'en fait... ça devait dépendre du matériel qu'ils avaient, j'en sais rien, bref. Donc il y a les chansons, mais à chaque fois qu'il y a les chansons comme ça qui sont chantées en français, il n'y a pas les bruitages. Oui, j'avais entendu parler de ça. Et ce qui fait, il y a vraiment un épisode, du coup ça devient incompréhensible, c'est l'épisode, alors pareil, je suis vraiment nul dans les numéros d'épisodes, mais c'est vers la fin où il y a... pouvoir aider pour la 2. Où il y a Yamato qui fait un concert, et en fait en VO et même en américain, on comprend... Ah, l'épisode de Noël, c'est juste avant le 45. Et en fait, il y a un moment où son micro, il y a des interférences, le son devient dégueulasse, voilà, c'est assez clair quoi. Sauf qu'en VF, alors déjà ils ont redoublé la chanson, c'est Claude Valois qui chante, elle est horrible. C'est absolument pas rapport avec Alexis Thomasian. Alors en plus, Alexis Thomasian c'est chanté, c'est quand même très dommage. Bon, mais en plus, comme il n'y a plus le bruitage, tu comprends pas du tout la scène. Tu vois tout le monde qui sont là, qu'est-ce qui se passe Matt, entre guillemets, s'arrête de chanter. En VF, c'est incompréhensible, tu comprends pas ce qui se passe. Donc, mais je trouve ça marrant parce que c'est pas les seules choses qu'ils ont enlevées dans la version française par rapport à la version américaine, parce qu'effectivement ils mettent les instrumentales des chansons, mais pareil, alors c'est vraiment détail, mais pendant les séquences d'évolution, il y a une petite voix qui dit dans la version américaine qui dit genre Digimon au tout début et qui après précise genre Digivolve to Champion ou Digivolve to Ultimate, et ça par exemple dans la VF c'est vraiment des petits détails qui sont mais alors complètement passés à la trappe et ils ont remplacé par rien. On a vraiment une version instrumentale. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, c'est aussi, puisqu'on parle des trucs techniques. Alors déjà, parfois, il y a des petites erreurs, c'est assez marrant. Des fois, il y a un Digimon qui change de voix le temps d'une scène. Il y a un exemple dans l'épisode avec Piximon, dans la version originale. Il y a un moment, il change de voix, c'est Antoine Noël qui le fait sur juste une phrase. Tu sais pas pourquoi, sans doute c'était une phrase qui a été oubliée, qui a été enregistrée plus tard, et le comédien était pas dispo, donc c'est Antoine Noël qui s'y est collé. Bref, il y a ça. Et aussi, le mixage, il est vraiment... il est minimaliste à souhait, quoi. C'est-à-dire, il y a quasiment pas d'effet sur les voix. Oui. C'est... et il souffre d'un truc que je trouve très français. Tu sens la réverb et tout. C'est ça, oui. Oui, t'entends l'écho de la pièce, mais il y a un autre truc, un autre point, mais je trouve que c'est très typique français, c'est que toute l'ambiance sonore est très basse par rapport aux voix. Oui. Et ça aide pas du tout à l'immersion. C'est ce que je disais, quand tu regardes la version américaine, c'est vraiment, t'es vraiment dedans, c'est censé être épique, quoi. Alors que nous, notre version, c'est très, t'as les voix qui sont devant, quoi, sans aucun effet, à aucun moment, rien. Et quand tu dis notre version, tu parles de la version de notre pays, parce que la version la version Saban, oui. Voilà, notre version, la version française de notre cœur. Totalement. Ah oui, alors je me suis pas du tout basé sur les normes françaises ou je ne sais quoi. Je me suis vraiment basé sur le mixage japonais. Et j'ai fait la même chose, quoi. Moi, j'ai fait copier-coller. C'est assez marrant ce que tu dis. Moi, je fais une parenthèse qui est pas liée à Digimon, mais
Je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu la philosophie inverse. Moi, je suis souvent assez sidéré, notamment sur les plateformes. Des fois, je tombe parfois, mais justement, sur des vieilles œuvres, quoi, où les mixages, parfois, les voix, on n'entend rien. On les entend pas, quoi. Oui. J'ai l'impression que la philosophie a changé. Maintenant, on met à fond les ambiances, la musique et tout, et les voix, on met ça à l'arrière. Mais des fois, je vous assure, mais t'es obligé de tendre l'oreille pour entendre ce qu'ils disent. Je trouve ça insupportable. Moi, ça m'agace. Le pire, c'est quand tu écoutes quelque chose avec un home cinéma. Moi, je déteste home cinéma à cause de ça, parce que t'es là, et en effet, du coup, tu montes le son pour entendre le dialogue, mais du coup, ça va tout casser, et dès qu'il y a une scène d'explosion, ta maison, elle tremble. Mais moi je trouve ça terrible. Bref, parenthèse refermée, mais oui, ça prouve que l'époque a changé quand même à ce niveau-là. Bon. Mais... Du coup, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, alors, moi, je pas du tout, même on a un peu dépassé de 20 minutes. Oui, bah vous avez fait 1h40 la dernière fois, vous n'allez pas m'embêter. Non, parce que je voulais vraiment faire une parenthèse sur Digimon le film. Oui, pas forcément sur le montage Saban lui-même, parce que peut-être que vous allez en parler, peut-être que ça a été dit. Puis l'histoire, elle est connue. Ils ont pris 3 films japonais, ils ont remonté ça n'importe comment. Bref. On en a parlé dans le podcast sur les films. Donc c'est même pas là-dessus que je veux revenir vraiment. C'est qu'il y a un petit mystère autour de ce film. C'est qu'en fait, il y a eu, entre guillemets, 2 VF. Il y a eu en fait, le doublage est le même en soi, mais le mixage, justement, est pas du tout le même. Il y a des petites différences. Moi, j'ai connu la version VHS. Alors, est-ce que elle correspond à la version cinéma? Ça, j'en sais rien, parce que ça, l'anecdote est connue aussi. Au cinéma, ça fait un bide absolu, c'est même pas resté 2 semaines. Donc, on saura jamais. Mais sur la version... Ça n'a même pas été dans mon cinéma, moi. Ils l'ont annoncé, ils l'ont pas diffusé. Sur la version en VHS de Digimon le film, moi je l'ai numérisé. Donc, moi j'avais que le DVD, donc elle peut se trouver. Il y avait aussi Chucky et Al qui en avaient parlé de la chaîne Ces dessins animés qui méritent consensuel. Ils en avaient parlé, donc vous aurez des exemples. Il y a des bouts de phrases qui sont dans une version et pas dans l'autre. Il y a des voix qui sont mixées différemment. Il y a un exemple qui est très, très frappant, c'est Gatomon, entre guillemets. Ses dernières phrases dans Digimon le film, sur la version VHS, tu sais pas pourquoi, ils t'ont mis un pitch dégueulasse, elle a une voix super grave, alors que sur le DVD, non, elle a sa voix normale, tu sais pas ce qui s'est passé. Et pareil, alors ça pour le coup, c'est pas forcément un bug, parce que c'est subjectif, mais en VHS, Omnimon... il était à fond pitché dans les graves, enfin Omegamon en VO, dans les graves. Si, c'était un défaut parce que tu comprenais rien à ce qu'il disait du coup. Alors que dans la version DVD, il est pas pitché du tout, t'entends très bien, je crois que c'est Gérard Surugue qui prend sa voix rauque là. Et Greymon pareil, ça aussi, ça a dû marquer les gens. Greymon dans le segment qui correspond au premier film, à la fin, là, le Greymon géant, sur la version VHS, c'était pitché à mort dans les graves, tu comprenais pas du tout ce qu'il racontait, même s'il a que 2 phrases. Alors que sur le DVD, pareil, c'est bien, là, c'est Hervé Ray qui prend sa fausse voix grave, là, mais bon, au moins, c'est sa voix qui est pas trafiquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a 2 mixages totalement différents comme ça? Bah, on saura jamais, mais ça fait partie des petits mystères. Ça veut dire qu'ils ont remis de l'argent pour faire les modifs. Bah, c'est étonnant. Bah, par exemple, sur la version VHS, le Digirap, parce que oui, il y a cette horreur qui existe, qui est le Digirap. Sur la version VHS, c'était laissé en version américaine, en anglais, alors que sur le DVD, c'était doublé, avec donc Claude Valois qui chante ce magnifique rap. Parce que oui, c'était la mode à l'époque, on faisait des raps pour tout et surtout n'importe quoi. Mais... non, voilà. Bon, sinon, la VF du film, voilà, bon, bah, elle est comme la VF de... c'est la même chose, quoi, avec en plus sachant que... Voilà, sachant que les 2 scénaristes, je crois que c'est genre, on leur a dit à même pas un mois de la diffusion qu'il fallait rajouter le 3e film. Donc c'était genre... Ouais. Ah oui, non, alors si, c'était devenu encore plus n'importe quoi que... Il y a une chose, c'est assez marrant. Moi, je pense que Digimon le film, si on pourrait se poser la question, quand est-ce que ça a été doublé? Je pense que ça a dû être doublé avant la saison 2, parce que les nouveaux personnages comme Davis et tout ça ont leur voix, mais notamment sur les Digimon, ils n'ont pas tout à fait encore leur timbre défini, quoi. Notamment Alcemon, c'est Fabrice Trojani qui le fait à chaque fois, mais dans le film, alors c'est vraiment plus ridicule que ridicule. Alcemon, les ailes de l'amour. Enfin bref, c'est une voix un peu étrange comme ça. Alors dans la série, bon, il prend une voix un peu à la Rambo, bon, c'est pas beaucoup plus crédible, mais au moins c'est un peu plus audible, on va dire. Donc je pense que ça a dû être doublé avant, que ouais, ils ont été un peu lancés là-dedans. Oui, Il me semble que ça avait été commandé justement par Saban, genre ils avaient dit justement de mettre ce 3e film parce que la saison 2 allait commencer à être diffusée et qu'ils voulaient justement surfer sur... Et chose qui est assez amusante, c'est que donc il y a une musique qui a été composée, une bande originale qui a été composée pour Digimon le film, en dehors des chansons américaines qu'ils ont récupérées à droite à gauche. Il y a vraiment des musiques instrumentales, dont certaines sont sympathiques d'ailleurs, faut être honnête. Bah c'est marrant parce que dans la saison 2, ils les ont reprises, du coup. Et ils se sont dit, tiens, on va piocher là-dedans. D'accord. Dans la version
Il y a notamment le thème quand War Greymon et Metal Garurumon fusionnent là, pour devenir Omnimon dans cette version-là. Bah, ce thème est souvent repris dans Zero Two en version américaine. C'est un thème plutôt joli d'ailleurs. Tout n'est pas à jeter, faut quand même être honnête. Faut être objectif 2 secondes, mais... Je fais une parenthèse sur Antoine Nouel. J'avais dit que Antoine Nouel, Aldric est au courant, c'est quelqu'un qui fait assez polémique. Sur Digimon, Digimon c'est un peu un cas d'école là-dessus, c'est qu'en fait c'est quelqu'un, en fait, il a un peu cette manie-là. C'est pas un mauvais comédien, moi souvent je le défends, les gens disent il sait pas jouer et tout, je suis pas d'accord. C'est pas un mauvais comédien, mais sur les doublages il a un peu une mauvaise habitude, c'est que quand il dirige, il se donne plein de rôles. Peut-être pour des raisons économiques, je ne sais pas, je vais pas aller dans la médisance. Et sur Digimon, c'est vrai que c'est assez drôle parce que c'est pour ça que moi je disais, je reviens sur le mystère que j'ai dit en début de truc, c'est que qui a dirigé la saison 1 pour les premiers épisodes, c'est Maurice Sarfati, c'est sûr. Mais comme je vous dis, après on l'entend plus. Alors on pourrait se dire, c'est Antoine Nouel qui a repris le flambeau. Dans la saison 1, Antoine Nouel, on l'entend pas tant que ça. En fait, on l'entend quand il y a Angemon. Quand il y a Angemon qui est dans le coin, on l'entend dans les épisodes, soit avant, soit un peu après. Mais voilà, le jour où il y a Angemon, il est sur le plateau, il fait des rôles, mais sinon on l'entend pas tant que ça. Donc il y a un petit mystère pour moi. Qui a dirigé les 40 épisodes restants de la saison 1 ? Est-ce que c'est Sarfati ? Est-ce que c'est Noël ? Je sais pas. Mais par exemple sur la saison 2, ou même la saison 3, on en a très peu parlé, parce que je crois que personne n'a voulu se la farcir en VF. De toute façon, c'est à peu près les mêmes conditions. Antoine Nouel, c'est sûr qu'il dirige, mais je suis tombé sur une scène où il fait... c'est une scène où il y a les 2 papas de héros, plus un des personnages récurrents qui est adulte. Antoine Nouel, il fait les 3. Donc c'est un moment très gênant parce qu'Antoine Nouel en plus il a quand même une voix très reconnaissable, même s'il fait des efforts pour la moduler, on le reconnaît, ça marche pas, hein. Donc voilà, Antoine Nouel il est souvent critiqué sur internet, on parle pas toujours de ce qu'il a fait sur Digimon, mais bon, moi j'ai une relative sympathie pour son Angemon, je l'ai découvert comme ça, puis c'était pas totalement dégueulasse ce qu'il avait fait dessus, mais même si ça n'a rien à voir... C'est pas au niveau de François Chambard. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est assez amusant, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que les évolutions, parfois, selon les évolutions, il y avait un Digimon qui pouvait avoir 3, 4, 5, 6 voix différentes. C'est vrai qu'en Occident, je pense que le fait, on l'a bien vu avec le cas de Sangoku sur Dragon Ball, quoi, une femme qui se retrouve à faire des personnages très virils, très musclés et tout, au Japon ça passe, en Occident c'est compliqué, hein, quand même. Oui, c'est vrai. sûr. Donc souvent, la solution la plus simple, c'était de dire non, quand il est enfant, c'est une femme, et quand il devient adulte, tout ça, on prend un adulte, voilà. C'est pas la même philosophie. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur tout ça. François, tu as dit tout ce que tu voulais dire ou tu as encore des choses qui restent en toi là ? Je pense que c'est pas mal, hein, même s'il y avait d'autres choses à dire. Je pense que là, on a quand même pas mal fait le tour. Et du coup, vous, dans les commentaires, si vous avez des anecdotes sur votre découverte de Digimon dans cette version française, citez la Saban. Si vous, des scènes qui vous ont particulièrement perturbé, ou si vous avez senti ou vu des différences en découvrant la VO ou notre version. J'ai une question à poser, moi, justement, pour les gens dans les commentaires, mais j'aimerais bien savoir à quand remonte votre dernière... quand vous donnez votre avis en disant ce que vous pensez du doublage de la Saban, j'aimerais bien savoir à quand remonte votre dernier visionnage de cette VF. Pour certains, pas si longtemps, parce qu'en fait, faut le noter, oui. depuis 2020, c'est disponible sur ADN, sur Crunchyroll. Mais je soupçonne quand même certains de ne pas avoir réécouté cette VF depuis très 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 longtemps. Donc j'aimerais bien savoir, je suis curieux. Voilà, alors c'est très curieux. Allez-y. C'est très curieux sur la version d'ADN, c'est que, hormis sur la saison 3, bizarrement, sur les 2 premières saisons, donc c'est bien sûr ils ont mis générique, la version Saban, mais ils ont mis les génériques VO. Ce qui n'a pas trop de sens pour moi, parce que je vois pas à qui ça peut faire plaisir, parce que ceux qui se mettent la VF de Saban, ils veulent la version de Saban, hein, donc voilà, donc ils s'en foutent du générique japonais. Et ceux qui sont pro VO et qui aiment les génériques japonais, ils vont mater la VO ou le fandub. Donc je vois pas du tout qui ça vise, ce truc-là. Ouais, gros point d'interrogation là-dessus aussi, ouais. Donc voilà, on a interviewé dans les commentaires, comme d'habitude on vous répondra la semaine prochaine. Je ne suis pas certain qu'on ait déjà la thématique en tête. Comme d'habitude, si vous avez des thématiques que vous souhaitez voir abordées, n'hésitez pas à les proposer. Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que guest sur l'un des podcasts, parce que vous avez un micro et que vous avez des choses à dire et à défendre sur Digimon, n'hésitez pas, peut-être qu'on l'on reverra Nicolas dans un prochain podcast. Qui sait. Si on veut parler, côté jeux vidéo, si on veut parler de Digimon Rumble Arena, je suis là. Je pense qu'on fera un podcast jeux vidéo. Voilà. Digimon World, moi ça m'a cassé les pieds, je suis pas fan. Mais Rumble Arena, j'ai passé des heures et des heures dessus. Moi quand j'étais petit, j'arrivais pas à avancer. J'ai compris 20 ans plus tard qu'il y avait un bug et que tous les Français ne pouvaient pas avancer. Mais voilà, après...
Révolution. C'est cela. Et ben, sur ce, les garçons, je vous remercie pour votre présence pendant cette 1h30. Bah, merci Ouais. à Et vous. puis on se quitte, hein. Oui, Inné de Bonnes société vacances, qui se François. merci, à bientôt. À bientôt, des bisous à toutes et à tous.